Bonsoir et bienvenue, fidèles téléspectateurs de Zouk Télévision, d'où que vous soyez de par le monde, sur canal satellite câble, me dit Grégory. D'où que vous soyez, c'est un plaisir de nous savoir accueillis chez vous. Alors, ce soir, votre émission préférée, nous savons que vous êtes en direct de Facebook, en direct. Vous pourrez poser vos questions dans quelques instants, 45 minutes environ, nous dit Grégory. Mais une problématique importante ce soir se pose à nous, s'impose. Nous savons, avec les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, que dans le monde, plus de 3,2 millions de décès seraient dus à cause de cette maladie qui est soupçonnée d'être une pandémie du 21e siècle. Il s'agit, vous l'aurez compris, du diabète qui ne passe pas inaperçu en Martinique parce que cette progression, il y a une progression de cette pandémie, maladie qui augmente d'année en année. Et pour nous en parler de manière précise, avec toute la passion du verbe, nous recevons pour vous un cadre infirmier. Bonsoir Frédéric Etena. Bonsoir Guillaume, Pascal Guillaume. Oui, Bonsoir c'est bien Pascal. Ça. Bonsoir Pascal, bonsoir Pascal Guillaume. Frédéric, merci de nous honorer de ta présence parce qu'aujourd'hui on va parler de choses délicates, de choses difficiles et tu parles même de suicide au carburant, une approche nouvelle du diabète. Alors nous sommes tout oui, nous avons nos téléspectateurs passionnés, fidèles, que nous remercions de leur fidélité, qui vont prendre bonne note, qui auront à nous poser des questions durant ce partage que nous aurons autour de la santé. Nous voulons préciser que tu es un préventeur, quelqu'un qui a son cheval de bataille, la santé, et qui souhaite la propager pour tous, parce que la santé, c'est ce capital que nous avons en commun. Frédéric Etena, merci. Merci Pascal, merci pour cette invitation, chers téléspectateurs. Je suis très ravi d'être parmi vous en ce soir, donc pour parler de ce sujet ô combien important. Alors tu l'as dit, je suis infirmier de profession et un passionné de ma profession, un passionné également du corps humain. Et ce corps humain, il est important que nous apprenions à le comprendre, à comprendre comment il fonctionne pour pouvoir en prendre soin. Lorsque nous allons acheter un véhicule ou tout autre appareil, nous apprenons à comprendre le fonctionnement de cet appareil pour bien en prendre soin. Ben, il en est de même pour notre corps. Ce corps, il est exceptionnel. C'est une merveille de technologie. Je crois que toute la technologie du monde, celle la plus extraordinaire que l'on pourrait considérer aujourd'hui, n'égale pas le corps humain. Donc, nous allons le voir, hein, ne serait-ce que pour comprendre le diabète, il faut d'abord comprendre la physiologie du corps humain au niveau du système digestif et comprendre également comment est-ce que le corps régule le taux de sucre dans le sang. Alors, c'est tout un programme. Qu'est-ce que le diabète? On va le voir. On sait qu'il y a différents types de diabète. Les symptômes qui nous permettent à tous nos téléspectateurs de pouvoir identifier si nous sommes sujets au diabète, parce que nous pouvons l'être et ne pas le savoir peut-être. Donc, tout ce diagnostic est possible. C'est un grand intérêt. Nous sommes tous oui, Frédéric. Alors, merci de nous livrer tous ces secrets afin que nous puissions demeurer en santé et apprécier la personne merveilleuse que nous sommes. Très bien, Pascal. Ben, écoutez, je vous propose que nous puissions partir dans une aventure donc, qui a pour titre « Suicide au carburant ». Alors déjà, pourquoi suicide au carburant? Parce que, bon, pourquoi cette approche du diabète? Parce que c'est tout simplement lié à la physiologie de notre corps. Pourquoi parler de suicide? Pourquoi parler de carburant? Ben, il faut d'abord déjà comprendre comment fonctionne notre corps. Notre corps, nous mangeons. Pourquoi est-ce que nous mangeons? Nous mangeons parce que les aliments vont nous fournir de l'énergie. Alors, je reprends l'analogie, elle tient aussi au véhicule. J'ai pris mon véhicule pour venir ce soir ici. Le véhicule, il fonctionne avec un carburant. Je vais chez le concessionnaire, je décide d'acheter un véhicule soit qui fonctionne à l'essence, donc au sans-plomb, ou encore un véhicule qui fonctionne au gazole,
donc un véhicule diesel. Et puis aujourd'hui, on a les hybrides. Tout à fait. Alors l'hybride aujourd'hui, c'est moitié électrique, un moteur électrique, moitié électrique, un moteur moitié thermique normal. Et dans ce moteur thermique, il fonctionne au sans-plomb, donc de l'essence. Il ne viendrait à quiconque l'idée de mettre du gazole dans un véhicule qui fonctionne au sans-plomb. Auquel cas, quand ça arrive, on sait bien que le véhicule est immobilisé. Alors, on va faire 200 mètres, mais on n'ira pas plus loin. On n'ira pas plus loin. En effet. Là, d'accord. Donc, tout de suite, que va-t-il se passer? Le véhicule, il va commencer à tout sauter, d'accord? Il se sent pas bien, il y a des symptômes, il y a quelque chose qui va pas. Et au bout d'un moment, il va s'immobiliser. Donc, il est malade, la voiture sera malade, et il faudra l'emmener à l'hôpital. L'hôpital des voitures, c'est le garage. Et à ce moment-là, le mécanicien, donc le chirurgien, va ouvrir le capot et il va aller désosser un peu tout ça pour comprendre. Il y a d'abord aussi des outils diagnostiques qui permettent aujourd'hui de rechercher. Alors, de même, par exemple, vous arrivez chez un mécanicien avec votre voiture, il entend la voiture arriver. Si la voiture fait un bruit particulier, etc., il vous dit déjà, l'auto là ni tel bagaille, tel bagaille, tel bagaille. M'entendre ça, comment dire ça, m'entendre ni, vous arrivez là, m'entendre ça là même. Bon, eh ben pareil, hein, le diagnostic, il y a la clinique. Le médecin, il vous regarde, il vous écoute, il voit tout de suite déjà qu'il y a un problème. Et puis parfois, il faudra aller plus en profondeur. Donc, ce sera l'objet d'examen approfondi, une radio, un bilan sanguin, etc. Mais il y a des signes que l'on va voir. Quand on a une jaunisse, par exemple, l'œil, il est bien jaune, la peau est jaunâtre. On n'a pas besoin de faire une radio pour voir qu'il y a un problème au niveau du foie. Donc, il y a des choses qui se voient, qui s'entendent. Dans le cas d'une crise d'asthme, on a ce qu'on appelle les râles sibilants, donc on voit bien les cris et puis ça siffle. Hein. Donc là aussi, ça s'écoute, ça s'entend. J'ai pas besoin de le médecin ou l'infirmier ou le professionnel de santé qui prend en charge cette personne n'a pas besoin d'examen approfondi. Eh ben, tout comme le mécanicien a entendu le bruit du véhicule, pareil, nous allons entendre un certain nombre de choses qui vont nous permettre d'orienter un peu le diagnostic. Alors la voiture, je mets un carburant dedans. Et je ne mets pas n'importe quel carburant dedans. Notre corps, c'est pareil. Nous mangeons et cette nourriture nous apporte des éléments qui vont nous fournir, qui vont nous permettre déjà de fabriquer le corps, comme les protéines. Les protéines permettent de construire le corps, de pouvoir maintenir le corps et aussi réparer le corps. Nous avons des lipides, des graisses, qui vont permettre aussi de construire certains éléments de notre corps, mais fournir aussi de l'énergie. Nous avons également les vitamines, nous avons l'eau, les minéraux, les fibres. Tout ceci est nécessaire à notre bonne santé. Et puis, il y a les glucides. Ces fameux glucides qui apportent l'énergie à notre corps. Et nous avons des cellules particulières qui sont friandes du sucre, hein, des glucides. Ben, nous avons les cellules cérébrales, le cerveau, c'est un gros consommateur de sucre. Nous avons les cellules musculaires qui en ont également besoin, les globules blancs, les globules rouges, par exemple, et puis les cellules cardiaques. Ces cellules-là en particulier sont très consommatrices d'énergie, de sucre, et elles ont besoin de ce sucre. Et dans ce système, nous avons pour un petit peu digérer tous les aliments, parce que les aliments nous apportent un certain nombre d'éléments, j'en ai parlé, des protéines, des glucides, des minéraux. Pour pouvoir récupérer tous ces éléments des aliments, nous avons un système digestif extraordinaire, un tube qui part de la bouche jusqu'à l'anus, qui fait près de 9-10 mètres de long, extraordinaire. Et à ce tube sont annexées des glandes qui vont sécréter des enzymes particulières, de l'acide chlorhydrique au niveau, par exemple, non, ça c'est l'estomac qui va sécréter l'acide chlorhydrique, mais nous avons déjà les glandes salivaires qui vont sécréter des enzymes, nous avons le pancréas qui va sécréter du sucre pancréatique, nous avons le foie qui va sécréter la bile qui sera stockée dans la vésicule biliaire et lorsque le repas va arriver au niveau du duodénum, cette bile va être déversée dans le duodénum pour parachever la digestion des aliments. Et en fait, la structure moléculaire des aliments sera cassée en toutes petites parties. On appelle ça des nutriments. Et ces nutriments vont passer à travers la barrière de l'intestin grêle pour entrer dans le sang. Et au niveau du sang, le sang va acheminer tous ces nutriments à toutes les cellules du corps humain. Mais le taux de sucre peut être soumis à des variations, Pascal. Des variations vers le haut, on parle alors d'hyperglycémie, et des variations vers le bas, on parle alors d'hypoglycémie.
Mais pour pouvoir pour pouvoir déterminer ce qu'est une hyperglycémie et une hypoglycémie, il nous faut une valeur de référence. Et la valeur de référence, c'est 1 gramme. Le taux de sucre dans le sang, qu'on appelle aussi glycémie, est sensiblement égal à 1 gramme par litre dans le sang. Alors la fourchette précise va de 0,8 à 1 gramme 2. D'accord ? Mais en général, on parle de la valeur référence de 1 gramme. Toute valeur au-dessus, alors au-dessus de 1 gramme 2, on parle alors d'hyperglycémie. Et en dessous de 0,8 g, on parle d'hypoglycémie. Et lorsque les valeurs lorsqu'on est dans l'une ou l'autre des situations, il y a tout un processus qui va se mettre en branle dans le corps humain pour pouvoir rétablir ces valeurs. Parce que dans notre corps, nous avons un certain nombre de paramètres vitaux qui doivent rester toujours En équilibre. en équilibre. Dès qu'il y a un déséquilibre vers le haut ou vers le bas, il y a tout un processus qui se met en branle pour pouvoir rétablir l'équilibre. Ceci s'appelle en médecine l'homéostasie. Et dans le cas où nous sommes en hyperglycémie ou en hypoglycémie, là aussi, il y a tout un phénomène qui se passe. Alors, que se passe-t-il, Pascal? Le pancréas, le chef d'orchestre, est informé qu'il y a, on prend le premier exemple, une hyperglycémie. Dans quel cas peut-on être en hyperglycémie? On va à un mariage, on va à un banquet, on va à une communion ou encore la réunion du dimanche, toute la famille est invitée et puis on sort tout le repas, l'arsenal alimentaire, d'accord? Et toute la journée, on va manger. Et le gros repas le midi, les desserts après, le jus qui tombe, le soda qui tombe, etc. Mes amis, nous ne sommes pas loin de 3-4 grammes de sucre dans le sang. Sans compter que, alors que nous avons fini de manger, on passe un certain temps ensemble et que la digestion est en train d'avoir lieu vers 4h30, 5h, c'est le pain au beurre chocolat qui tombe, les gâteaux qui tombent, et encore du jus qui tombe, etc. Alors que l'estomac n'a même pas fini de digérer ce qu'il était déjà en train de digérer, nous apportons encore d'autres éléments, et très sucrés. Très sucre. D'accord ? Alors que se passe-t-il à ce moment-là? Le pancréas est informé on est en état d'hyperglycémie. Que fait le pancréas? Il va sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline. Une hormone, c'est un messager chimique c'est un facteur qui va aller apporter une information à des organes cibles. Alors, l'insuline a 3 cibles. Les cellules de l'organisme, premièrement. Parce que les cellules de l'organisme ne peuvent pas consommer le sucre qui est dans le sang sans l'insuline. Parce que les cellules ont un récepteur à insuline, elles ont une porte qui s'ouvre pour laisser rentrer le glucose. Et la serrure de cette porte, c'est l'insuline. Donc, elles ont un récepteur à insuline. Quand l'insuline se pose, clac, la porte s'ouvre et les cellules peuvent consommer le sucre. Sans insuline, les cellules ne peuvent pas consommer le sucre. Alors, première cible de l'insuline, les cellules. Allez, consommez du sucre là parce qu'il y en a trop là dans le sang. Ensuite, deuxième organe cible de l'insuline, le foie. Le foie, on se retrouve en période d'abondance, en abondance de sucre. Et à ce moment-là, le foie va stocker, donc sous l'influence de l'insuline, le foie va stocker du sucre pour les moments difficiles après. Et il va stocker ce sucre, cet excès de sucre, sous forme de graisse. Une graisse particulière qui s'appelle le glycogène. D'accord ? Ensuite, le troisième cible de l'insuline, les muscles de l'organisme qui vont eux aussi stocker pour les moments difficiles. Mais les muscles ne stockent que pour eux, tandis que le foie, c'est pas pareil. Nous allons y venir tout à l'heure. Ces 3 éléments, ces 3 cibles, donc les cellules qui vont consommer le sucre, le foie qui va stocker sous forme de graisse, les muscles qui vont stocker pour leurs besoins, quotidien pour fonctionner. Non, mais lorsqu'il y aura une dépense énergétique importante dans le temps, les muscles ne stockent que pour eux. Ces 3 éléments ont pour effet que 2 heures après, la glycémie soit revenue à 1 gramme par litre dans le sang. 2 heures après. 2 heures après. D'accord? Maintenant,
Oui. Mais moi, je suis un peu impatiente, comme nos téléspectateurs, je présume. Nous savons qu'il y a certains symptômes qui nous montrent qu'on est en défaillance, mais c'est au bout de combien de temps? Parce qu'on consomme régulièrement du pain au beurre chocolat, des petites viennoiseries, des choses comme ça. Mais à quel moment dans notre vie que ce fameux diabète s'installe? Alors, est-ce qu'il faut espérer un an de mauvaise hygiène alimentaire? Plus que ça quand même. Parce que l'autre corps, il est extrêmement fort. Et il arrive quand même à juguler, malheureusement, nos excès. Mais un peu de patience. D'accord. Pascal, on y arrive. Mais pour bien comprendre après, il faut bien comprendre cette physiologie-là. Très bien. Donc nous avons traité le cas de l'hyperglycémie. Deuxième situation, hypoglycémie. Le pancréas est informé. Et à ce moment-là, le pancréas va sécréter une autre hormone qui s'appelle le glucagon. On n'entend pas parler de cette hormone parce qu'elle n'est pas un problème de santé publique aujourd'hui. L'insuline l'est, mais pas le glucagon. L'insuline est sécrétée par des cellules particulières qui s'appellent les cellules bêta. Alors, on a utilisé l'alphabet grec pour les nommer. Elles s'appellent les cellules bêta. Le glucagon est sécrété par les cellules alpha. Que va faire le glucagon? Le glucagon ira uniquement au niveau du foie et dire au foie, écoute, là, nous sommes en période de disette. L'insuline va en période d'abondance pour lui dire stock. Et là, le glucagon lui dit, écoute, nous sommes en grande difficulté, il n'y a pas suffisamment de sucre dans le sang. Là, l'individu, il est à 0,6 g. Là, il y a un malaise, il y a de la sueur, etc. Bon, c'est les signes de l'hypoglycémie. Il faut que tu remettes du sucre en circulation. Que fait le foie? Le foie récupère la graisse, donc le glycogène, transforme en glucose et libère ce glucose dans le sang, ce qui fait que 2 heures plus tard, le taux de sucre est revenu à la normale. Mais le corps est merveilleux. Mais je te l'ai dit, c'est une merveille de technologie. Tout à fait. Et là, nous avons tout ce système qui se met en branle dont nous n'avons même pas conscience. Et ce dont nous avons conscience, c'est qu'à un moment, nous avons faim et puis à un moment, on se sent mieux après. Les personnes qui jeûnent, par exemple, il y a des moments difficiles entre midi et 2. C'est un moment très difficile quand on jeûne. Avec les odeurs de nourriture à côté. Surtout les odeurs de nourriture à côté. Mais vers 3 heures, 4 heures, ça va. Et si on a jeûné une journée, par exemple, à la fin du jeûne, on se sent tellement bien qu'on n'a même pas très faim. Alors, je me rappelle, enfant, nous, les enfants, on tombe sur la nourriture, parce que, bon, on est encore enfant. Mais là, aujourd'hui, ma foi, on peut même partir pour une deuxième journée de jeûne, tellement on se sent bien. Donc, ça, c'est la physiologie normale. Autre chose, Pascal, très important, et ça, je tiens à le dire à nos téléspectateurs. Aujourd'hui, on ne parle plus de sucre lent et de sucre rapide. On parle d'index glycémique des aliments. Sucre lent, sucre rapide, c'était pas suffisamment, ça ne se prêtait pas à tous les cas. Donc, ce n'était pas correct de l'utiliser. Donc, on ne parle plus de sucre rapide ni de sucre lent, on parle d'index glycémique des aliments. Qu'est-ce que l'index glycémique des aliments? C'est un chiffre entre 0 et 100 qui va indiquer la valeur justement de cet aliment au niveau de son index glycémique. Et que signifie l'index glycémique? Alors pour cela, on a pris une valeur de référence, c'est celle du glucose. On a pris 100 grammes de glucose et quand on va injecter 100 grammes de glucose dans le sang, on aura un pic, une glycémie, on aura un pic de la glycémie. Donc le glucose, c'est la valeur de référence. Et on va prendre les aliments, on prend 100 grammes de chaque aliment et on injecte dans le sang et on voit comment ça réagit. Et c'est à partir de cela qu'on va établir la valeur, l'index glycémique d'un aliment. Alors, plus l'index glycémique sera élevé, plus cet aliment aura la capacité de perturber la glycémie vers le haut. Plus il aura la capacité d'induire une hyperglycémie dans le sang. Plus l'index glycémique de 0 à 100, plus l'index glycémique d'un aliment est élevé, plus il a la capacité de libérer du glucose dans le sang. Mais ça ne signifie pas pour autant que l'aliment il est sucré. Ce n'est pas parce que c'est sucré au goût ou que ce n'est pas sucré que son index glycémique est élevé ou n'est pas élevé. Je prends l'exemple, des galettes de riz.
que beaucoup de personnes prennent lorsqu'elles font des régimes. Eh bien, il faut arrêter ça. Ah. Parce que la galette de riz a un index glycémique à 85. Alors, mais comment connaître l'index glycémique? Parce que, eh bien, il y a des tableaux pour ça. Il y a des applications pour ça, il y a des tableaux pour ça, et on peut le savoir aujourd'hui. Très bien. Ben, les diabétiques, ils sont obligés de s'y référer. Ben, nous mais aussi, les non-diabétiques les non-diabétiques, faire attention. on peut s'y référer également, tout comme les diabétiques. Donc, on va chercher sur Internet, etc. Donc, on peut avoir cette information. Donc, l'index glycémique d'un aliment, je reprends, c'est la capacité de cet aliment de libérer du sucre dans le sang et de provoquer une hyperglycémie. Plus l'index glycémique sera élevé, plus il aura la capacité d'induire une hyperglycémie élevée. Okay. D'accord? Alors, bien entendu, plus l'index glycémique de l'aliment est élevé, moins il est favorable à notre santé. Il faudra choisir les aliments à index glycémique faible ou moyen. Pour assurer la longévité, en fait. Alors, ceux dont l'index glycémique est faible, alors celui dont l'index glycémique est élevé, va libérer rapidement du sucre dans le sang, il y aura un pic. Alors, si je mange un fruit, par exemple? Alors, le fruit, c'est pas pareil. Ah. Quand on prend, par exemple, une banane, je viens de courir un semi-marathon. À la fin, on nous donne un jus, une banane, etc. Si je mange ma banane et que entre une banane et une tablette de chocolat, une barre de chocolat, ça n'a rien à voir. Parce que la barre de chocolat, c'est que du sucre. La banane a du sucre, mais elle a plein d'autres éléments. C'est un fruit qui est équilibré, avec des fibres, etc. Donc, quand je vais la manger, je n'aurai pas ce pic de sucre dans le sang comme la barre de chocolat. Ou encore un jus bien sucré. Alors après un semi-marathon, c'est pas grave hein, si je bois un jus bien sucré, puisque bon, j'ai tellement brûlé là de l'énergie, perdu de l'énergie, que ça me permet de récupérer de l'énergie. Alors quand je vais manger un aliment à index glycémique faible, la libération du sucre sera beaucoup plus prolongée. Ça correspond plutôt au sucre lent, c'est-à-dire le sucre rapide. Et les sucres lents, on parlait de sucre rapide parce que quand on consommait la molécule, elle était rapidement libérée dans le sang. Tandis que le sucre lent, faisait l'objet d'une malaxation et était au fur et à mesure libéré dans le sang. Ça correspond à peu près à la même chose. Donc aujourd'hui, il nous faut nous baser plutôt sur l'index glycémique d'un aliment. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi, à côté de l'index glycémique, ce qu'on appelle l'index insulinique. Alors, c'est pour ça que j'ai tenu à parler d'abord de la physiologie. Lorsque je vais consommer un aliment, il va plus ou moins induire une hyperglycémie. En réponse à l'hyperglycémie, que fait le pancréas? Il sécrète de l'insuline. Il faut savoir, Pascal, que plus la sécrétion d'insuline sera importante, plus on va stocker de la graisse. Donc, plus on grossit. Donc, lorsque nous mangeons très sucré, nous nous habituons à manger très sucré. Quand je dis qu'on mange très sucré, on mange... De quoi s'agit-il? Des pâtisseries, des gâteaux, du coca, soda. On va dans les fast-foods. Je ne vais pas parler des noms, mais c'est toute cette alimentation. Mais il y a également des sucres cachés qu'on ignore aussi dans certaines... Très certainement, mais on n'a même pas besoin d'aller au sucre caché, Pascal. Restons aux sucres, ceux que l'on connaît, les bienvoyants, les tablettes de chocolat, les glaces, les floups. C'est une ribambe. On mange énormément sucré. Parce que ce qui caractérise aujourd'hui notre alimentation, c'est qu'on mange trop salé, trop sucré, trop gras et trop riche en protéines. Ce sont les caractéristiques de notre alimentation. Dans les pays occidentaux, c'est exactement ça. Et nous, en Martinique, nous n'y échappons pas. C'est la raison pour laquelle, Pascal, suicide au carburant. Nous sommes en train de nous suicider par notre alimentation. Et si nous ne mettons pas un frein, si nous ne reconsidérons pas notre alimentation, parce qu'aujourd'hui, c'est 8% de la population martiniquaise qui est diabétique. Tout à fait. C'est énorme. Alors, en France, c'est 5%. Nous sommes à 8%. Et la moitié des diabétiques s'ignorent. Il faut le savoir. Et de ce qui entraîne une mort prématurée, certainement. Mais alors, avant la mort prématurée, c'est des complications.
Complications cardiovasculaires, infarctus du myocarde, complications au niveau cérébrovasculaire, accidents vasculaires cérébraux, les yeux, les petits vaisseaux la cécité, les petits vaisseaux s'abîment, et puis surtout les reins. Insuffisance rénale. L'insuffisance rénale et les dialyses. Regardez, le nombre de dialysés en Martinique ne cesse d'augmenter. Et il faut coupler cette problématique à celle de l'hypertension artérielle. Parce que beaucoup d'hypertendus en Martinique, surtout parce que nous mangeons en plus trop salé. Il faut savoir que nous avons un gène, nous les Noirs, qui nous prédispose à l'hypertension, et nous mangeons encore trop salé. Et quels sont les organes cibles de l'hypertension artérielle? Le cœur, infarctus du myocarde, le cerveau, accident vasculaire cérébral de type hémorragique, rupture de vaisseau, rupture d'anévrisme, les yeux et les reins. Ce sont les mêmes organes que le diabète. Donc, l'index insulinique, c'est quoi? Eh bien, plus cet aliment va provoquer une hyperglycémie, plus cet aliment aussi va provoquer chez le pancréas une décharge d'insuline. Donc, en général, l'index glycémique égale l'index insulinique. Si ma galette de riz a un index glycémique à 85, eh bien, l'index insulinique sera aussi à 85. Cela signifie que ces personnes qui mangent des galettes de riz en régime, c'est tout le contraire qu'elles ont. Parce qu'il y aura une forte décharge d'insuline et l'insuline fait grossir. Plus on a d'insuline dans le sang, plus ça fait grossir. C'est ça la problématique aujourd'hui. Mais c'est effrayant. Alors, c'est effrayant parce que dans le fond, on se dit, mais comment réguler tout ça? Puisque c'est une maladie qui se prévient, qui se soigne. Oui, elle se prévient, elle se soigne et elle se prévient. Et on va vous le voir, il n'y a pas de fatalité là ce soir. On peut, je le dis et j'assume ce que je dis ce soir, chers téléspectateurs, on peut éradiquer le diabète de type 2. Parce que le type 2, sérieusement, on y arrive. Après avoir parlé de la physiologie, qu'est-ce que le diabète? Tu as posé la question tout à l'heure. Le diabète, c'est une maladie incurable, caractérisée par un excès de sucre dans le sang. Absolument. Voilà, c'est juste ça le diabète. C'est une maladie, il faut le savoir. C'est une maladie. C'est pas un symptôme. C'est une maladie. C'est pas un facteur il est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire, mais c'est une maladie. Parce que nous allons voir qu'il y a une physiopathologie derrière. Quelle est cette physiopathologie? On le sait, 2 types de diabète. Le diabète de type 1, le diabète de type, il faut que je surveille l'heure, le diabète de type 2. Quelle est la différence entre les deux? On va commencer par le diabète de type 1. Le diabète de type 1, chers amis, c'est une maladie auto-immune. Qu'appelle-t-on une maladie auto-immune? Une maladie immune, immunité, défense de l'organisme, défense immunitaire. Nous avons un système de défense extraordinaire. Lorsqu'il y a un vilain méchant qui rentre, comme le coronavirus, et bon nombre de personnes ne feront pas de maladie à cause du coronavirus parce que leur système immunitaire sera suffisamment fort pour combattre le coronavirus. Ils sont blindés. D'accord. Donc, alors ils sont blindés à l'instant T ou au moment où ils le rencontrent, mais peut-être que s'ils le rencontrent 2 mois plus tard et qu'on n'a pas bien dormi, ça fait 10 jours on n'a pas bien dormi, on a mangé très sucré, etc., ben, les défenses immunitaires sont un peu affaiblies. Là, le coronavirus peut prendre le dessus. Mais si nous sommes blindés, nous dormons bien, parce que dormir bien, ça aussi, c'est pour renforcer le système immunitaire. C'est l'une des meilleures choses. Il faut dormir. Parce que lorsque nous dormons, nous allons sécréter une hormone qui s'appelle la mélatonine. Et cette mélatonine, justement, elle permet au système immunitaire, va influencer le système immunitaire. Et aussi donc, améliorer nos humeurs, parce qu'on sait bien que si on dort mal... Également. Et l'excès de sucre aussi nuit à notre système immunitaire. Alors, chers amis, en période là, de pandémie de coronavirus, essayons de ne pas manger trop sucré pour permettre à nos globules blancs, parce que lorsqu'il y a trop de sucre, ben, l'excès de sucre dans notre sang affaiblit le travail, réduit le travail des globules blancs, inhibe le travail des globules blancs. Alors, notre système immunitaire, il est là pour nous défendre contre des corps étrangers. Dans le cas d'une maladie auto-immune, le corps va sécréter des anticorps contre lui-même. Et c'est le cas dans le diabète de type 1. Le corps va sécréter des anticorps contre les cellules bêta du pancréas, celles qui sont chargées de sécréter l'insuline. Elles sont toutes détruites.
Ce qui fait que le corps et le pancréas, donc l'organisme, n'est plus à même D'assurer de sécréter de l'insuline. Alors ces personnes, on est obligé de leur apporter l'insuline de l'extérieur. On va les piquer. Ou encore, grâce à des... ça va revenir. Oui, ça va revenir. Eh bien, Mais ça va revenir. on leur pose j'ai un trou de mémoire. Ça va D'accord? revenir. Donc, on est obligé de porter l'insuline de l'extérieur. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers amis, le diabète de type 1 ne guérit pas. Le 1. Le 1, il ne guérit pas. Du tout pas. Qui est héréditaire, c'est la mère qui... Non, le diabète de type 1 n'est pas héréditaire. D'accord, c'est le 2 peut-être. C'est une maladie auto-immune Ok. qui peut arriver à n'importe quel moment et on ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas les facteurs de risque d'une maladie auto-immune. Ouais, c'est Les vrai. lupus, etc., tout ça. On ne peut pas prévenir ce type de maladie. On ne sait pas pourquoi le corps sécrète des anticorps contre lui-même. Ce diabète de type 1, on le trouve essentiellement chez les enfants et les adolescents. 1% de cas chez des adultes. Mais en général, on ne le trouve pas chez des adultes, chez des enfants. Et ces enfants-là vont grandir et vont devenir des adultes qui souffrent du diabète de type 1. Et ce diabète de type 1 représente 10% seulement des diabétiques. Et ce n'est pas ce diabète de type 1 qui pose problème aujourd'hui. C'est le pas, 2. Oui, c'est le 2. Ce n'est pas le diabète de type 1 qui est un problème de santé publique aujourd'hui. Parce que l'enfant, il y a même des bébés qui naissent. J'ai vu des bébés naître diabétiques. Ah ouais. Oui. Ça se passe dès le ventre de la mère. Il peut y avoir déjà ces anticorps sécrétés contre les cellules bêta du pancréas et le bébé naît diabétique. Ça veut dire que c'est un bébé qu'on pique déjà très tôt. Mais c'est terrible, mais c'est une réalité. Sinon, des enfants de 5 ans, 6 ans, jusqu'à l'adolescence. Alors moi, j'ai vu l'adolescente, j'avais vu une étudiante de l'université qui nous a été emmenée par les pompiers. J'avais commencé ma carrière aux urgences de la MENA. On a eu une étudiante qui a fait un coma diabétique et c'est comme ça qu'elle a découvert qu'elle était diabétique. Donc il y a des diabétiques qui s'ignorent. De type 1, mais attention, là c'est un diabète de type 1 et dans ce cas-là, Pascal, les symptômes sont immédiats. D'accord. D'accord? C'est dans la semaine ou dans les 2 semaines. Ça, c'est le diabète de type 1. Qu'est-ce que le diabète de type 2? Le diabète de type 2, c'est un mécanisme différent. Nous mangeons trop. Nous mangeons trop sucré, nous mangeons trop salé, trop gras, alors restons sur le sucré. Nous mangeons toute la journée, sans compter qu'il y en a qui vont se lever le soir aussi pour manger. Non, c'est une réalité. Des personnes se lèvent le soir pour manger. Au bout de 30 ans, Pascal, le pancréas, il dit « j'en ai assez, je n'en peux plus, je suis fatigué ». Et là, le pancréas, il n'arrive plus à assumer et à sécréter cette insuline. Ça, c'est le diabète de type 2. On finit par fatiguer le pancréas. Alors, quels sont les symptômes pour ceux qui malheureusement, il n'y en a pas. Il y en a quelques-uns. On voit bien que certains maigrissent. Il peut y en avoir. Bon, l'amaigrissement, pas dans le cadre d'un diabète de type 2. Ah ouais? Non. Le diabète de type 2, surtout, est dans un contexte d'obésité. D'accord. C'est le contraire. Le diabète, un diabétique adulte qui va maigrir d'un coup, ça s'apparente plus à un diabète de type 1. Très bien. Mais là, 1% des adultes peuvent faire un diabète de type 1. Mais le diabétique de type 2, il n'y a pas de symptômes. C'est ça la difficulté dans l'affaire. Il n'y a pas de symptômes et souvent, ce diabète est découvert de manière fortuite. Cette personne, vient aux urgences pour un autre problème, est renversée, un accident, etc. On lui fait un bilan, on trouve un taux de sucre très élevé dans le sang. Ah ouais. Oui. Parce que pendant ce temps que fait le corps, il jugule, il combat la chose. D'accord? L'excès de sucre est là, dans le sang, mais le corps combat. Alors ça, c'était le premier mécanisme, c'est que le pancréas est fatigué. Le deuxième mécanisme, c'est que, et là encore, nous sommes dans un contexte d'obésité, le pancréas sécrète l'insuline,
mais l'insuline agit mal. Ça s'appelle l'insulinorésistance. Qu'est-ce que ça implique alors? Deuxième mécanisme du diabète de type 2. Et le plus souvent, il n'y a pas de symptômes. C'est la raison pour laquelle on estime qu'en Martinique, la moitié des diabétiques s'ignorent. Eh bien, la moitié des diabétiques s'ignorent. Et pourtant, on en a énormément qui ont des questions à nous poser dans une poignée de minutes au 71 27 07. Frédéric, il y a pourtant certains documents qui nous disent que si on a des picotements, si on urine beaucoup, si on a une faim ou une soif intense ou exagérée. Ça, c'est le diabète de type 1. Uniquement. Parce que dans le cadre du diabète de type 1, les symptômes, je te le disais tout à l'heure, c'est dans la semaine ou dans les 2 semaines. Que se passe-t-il? Lorsque le pancréas n'est plus à même, les cellules bêta ont été complètement détruites. Le corps ne peut plus sécréter d'insuline. Donc, pas d'insuline du tout. Donc, l'enfant va manger. Mais il mange, mais le corps ne peut pas utiliser le sucre qu'il y a dans le sang. Et ce sucre va s'accumuler. Mais entre-temps, comme le corps ne peut pas utiliser cette énergie, ce sucre qui s'accumule dans le sang, il continue à avoir faim. Il dit, j'ai faim, je veux encore à manger, puisqu'il réclame de l'énergie, mais il est incapable d'utiliser cette énergie. Donc l'enfant a faim. Elle a une faim intense qui n'arrête pas. Une espèce de cercle vicieux, c'est même pas vertueux, c'est vicieux. Pardon. D'accord? Donc il a faim, mais plus il mange, plus l'enfant mange, moins le corps est à même d'utiliser ce sucre. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe-t-il? Dans le sang, le sucre s'accumule. Et pour un peu se débarrasser de ce sucre, le sucre sera éliminé par les urines. D'accord. Donc l'enfant va se mettre à uriner. Et quand on parle d'uriner, Pascal, c'est 3-4 litres par jour. Ah bon? Mais comme le corps élimine de l'eau, le corps dit j'ai soif, il faut me redonner de l'eau. Donc l'enfant boit 3 à 4, 5 litres par jour. Cercle vicieux. Donc pour éliminer l'excès de sucre, on fait pipi, mais pour remplacer l'eau perdue, on a très soif. Donc plus on boit, plus on fait pipi. Plus on boit, plus on fait pipi. Et en même temps, on a faim et on mange. On a faim. Et plus on mange, plus on a faim. Et le corps n'arrive pas à utiliser ce sucre. Eh bien, que se passe-t-il au bout d'un moment? Donc, les signes, symptômes, faim intense, polyuropolydipsie, donc j'urine beaucoup, j'ai beaucoup soif. Et que va-t-il se passer au bout de 2 semaines? L'enfant aura maigri. Parce que là, le corps, que va-t-il faire? Il va s'attaquer aux muscles de l'organisme. Et il y aura une fonte musculaire pour pouvoir, et du gras aussi sera utilisé pour produire de l'énergie. Ça, c'est le diabète de type 1. Et celui-là, il peut pas, il est spectaculaire. Un diabétique de type 1 ne peut pas s'ignorer. Par contre, le diabétique de type 2, non, il n'y a pas de symptômes. Et les symptômes, Pascal, qu'il y aura, c'est quand la personne va commencer à avoir des complications. Alors, les complications, on les a vues, les yeux, cécité, rein, le cœur, et peut-être ablation, le cerveau, ou amputation. Les reins, et puis surtout, la neuropathie, les plaies diabétiques, une plaie particulière qu'on appelle le mal perforant plantaire. Alors ça, c'est une catastrophe. Et beaucoup d'amputations en Martinique à cause de ce mal perforant plantaire. Tout simplement parce que les nerfs ne sont pas bien vascularisés. Et quel est le rôle du nerf? C'est de transmettre une information. La personne va dans son jardin, pieds nus, elle marche sur un clou, tout simplement. Et sans sentir. Et l'information, le nerf, le rôle du nerf, c'est de dire au cerveau, oh, il y a un truc qui ne va pas sous ton pied. Or là, si le nerf ne transmet pas l'information, la personne ne sait pas qu'elle a une plaie sous le pied. Alors, comment ne pas tomber dans cette phase suicidaire et pouvoir prévenir tout en prenant du plaisir? Parce que, à écouter tout ça, on se dit, zut, je ne pourrais plus me faire un petit plaisir et je suis vouée
à la mort, au suicide. Alors, chers amis téléspectateurs, le moment est venu de poser des questions à Frédéric Etena. Vous vivez certainement une situation, vous connaissez quelqu'un qui passe par cette situation délicate. Vous avez des questions, c'est le moment au 71 27 07. Alors Frédéric, on va s'approcher, mais on se tourne tout de suite vers le téléphone. Oui, mais je voudrais quand même répondre à ta question, parce que est-il possible de se faire plaisir? Mais bien sûr, il est possible de se faire plaisir, mais il y a toute une hygiène de vie à avoir. Déjà, premièrement, connaître le fonctionnement de notre corps et aussi mettre en place, parce qu'il y a des moyens de prévenir le diabète. Et même si on est diabétique, ce n'est pas une fatalité. Il y a des moyens de vivre. Aujourd'hui, un diabétique peut vivre tout à fait normalement. Alors, est-ce qu'on peut décider de manger et de brûler? Je mange, je brûle. Alors, ça veut dire je mange et je fais de l'exercice physique, mais pourquoi pas? Mais c'est pas aussi, ça dépend de ton travail, ça dépend de beaucoup de choses. C'est une organisation à avoir. C'est pas je mange, je brûle comme ça. Une qualité de vie. Il y a une qualité de vie. Il y a plein de facteurs. Et je suppose que ça impacte également nos émotions, notre mieux-être mental. Mais bon, je laisse cette question-là de côté. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, vous êtes à l'antenne. Comment vous vous appelez? Denise. Denise, vous nous appelez d'où? De Rivière-Pilote. Merci Denise, de Rivière-Pilote. Frédéric vous écoute. Oui, bonsoir Monsieur Frédéric. Bonsoir Denise. Oui, je vous appelle parce que j'aimerais savoir votre numéro de portable pour vous contacter pour des problèmes de santé que j'ai. Et il y a des docteurs qui me donnent des médicaments, ça n'arrive pas à me guérir. Denise, alors tout à l'heure hors antenne, quand l'émission sera terminée, vous avez composé le 71 27 07 et Monsieur Etena va vous répondre. Oui, bien, elle peut laisser à l'antenne. Alors laissez auprès de Grégory votre numéro de téléphone et il va vous rappeler. D'accord, je vous remercie. Merci Denise. Au revoir et bonne soirée. Merci bonne soirée, de votre Denise. Fidélité. 71 27 07, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est quoi votre prénom? Robert. Robert nous appelle d'où? Guadeloupe. Ah, de la Guadeloupe. Bonsoir, et où Robert. en Guadeloupe? Monalo. Ah, merci de nous accueillir. Alors, Frédéric? Bonsoir Robert, je vous écoute. Oui, j'écoute votre émission. Je vis aux Antilles. Je voulais vous poser une question. Quand vous avez des varices, c'est la première fois que je vois ça dans mes jambes droites, des varices. Qu'est-ce qui produit ça? Quel est le remède qu'il faut trouver pour ça? Alors, nous ne sommes pas dans le sujet, mais je vais répondre quand même à votre question. Alors, les varices au niveau des veines, les veines se gonflent tout simplement parce qu'il y a une accumulation de sang. Alors, il faut savoir qu'au niveau des veines, il y a des valves, d'accord? Comme ça. D'accord? Oui. Et lorsqu'elles vont, le sang remonte, les valves s'ouvrent et elles se referment pour que le sang ne redescende pas. Et un petit peu, lorsque nous regardons au niveau du cœur lui-même, il y a tout un trajet. Par exemple, on a le cœur droit et le cœur gauche. Hein, c'est un même cœur, mais il y a la partie droite et la partie gauche. Et on a les deux oreillettes, les deux ventricules. Et quand le sang arrive dans l'oreillette, elle va passer dans le ventricule. Il y a une valve qui s'ouvre. Et lorsque le sang arrive dans le ventricule, la valve se referme pour que le sang ne remonte pas dans l'oreillette. Eh bien, on retrouve un peu des systèmes de valves comme ça. Et dans les veines, on a aussi ces valves. Eh bien, malheureusement, les varices, c'est que les valves sont fatiguées et elles ne se referment pas correctement. Et elles restent un peu ouvertes, ce qui fait que le sang redescend et il peut avoir tendance à stagner et à gonfler les veines. Alors ça, c'est un problème. On appelle ça en général un problème de circulation. Alors, ce qui est recommandé dans ces cas-là, dans les cas de mauvaise circulation, eh bien, c'est déjà de l'exercice physique. Et notamment, la reine des exercices physiques, c'est la marche. Donc, marcher. Et en fait... Et vélo. Pardon? Je monte à vélo, j'ai un vélo. Ça va m'aider aussi, le vélo? À vélo. Le vélo? Oui. Oui, le vélo, c'est bien, mais la marche, c'est encore mieux.
Ah, d'accord. Oui, la marche sera mieux, d'autant que déjà il y aura de l'impact au sol parce que l'exercice physique, il faut plus favoriser l'exercice à impact au sol. Et lorsque vous allez marcher, même si pour le vélo on a la même chose, la contraction des muscles va favoriser la circulation du sang. Alors ça, c'est déjà une première chose. Et puis, vous pouvez aussi mettre un bas de contention pour pouvoir améliorer la circulation. Vous pouvez aussi, lorsque vous êtes couché, surélever les jambes pour favoriser le retour du sang au niveau du cœur. Et puis, vous pouvez prendre aussi en pharmacie tout ce qui est vigne rouge. Il y a des ampoules, il y a des choses un petit peu de l'ail aussi. L'ail, c'est très bon pour la circulation. Vous pouvez faire aussi des choses naturelles comme ça. Mais je vois pas, il n'y a pas de bon d'éclatement, il y a pas d'éclatement, ça va aller tout seul, ça va guérir tout seul, ça. Non, il n'y a pas. Alors, je ne sais pas s'il y a des cas d'éclatement, hein, mais. Il faut faire attention de ne pas avoir de blessures, c'est ça. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il faut faire attention de ne pas avoir de blessures? Des blessures. Ben, écoutez, oui, au maximum, éviter les blessures. De ne pas se blesser, quoi. C'est ça, je veux savoir. Oui, mais vous êtes c'est vous qui êtes dans cette situation, Robert? Oui, c'est moi. Oui? La première fois que ça m'arrive, j'avais pas ça avant, dès quelques mois, j'ai remarqué ça, là. Sédentarité. D'accord. Est-ce que dans votre famille, il y a aussi cette situation? Non, pas du tout. Vous êtes le seul? Oui, le seul, oui. D'accord. Et vous faites de l'exercice physique? Oui, je monte en bicyclette, mon activité, mes environnements, je suis à la retraite, je bouge un petit peu, beaucoup, je baisse couche, je bouge un peu beaucoup. Vous bougez beaucoup? D'accord. Vous avez des problèmes cardiaques? Non, je ne suis pas dit diabétique ni cardiaque, non, pas du tout. Bon, ben, très bien. Ok, très bien. Ben, Merci, écoutez, appliquez déjà les conseils que je vous ai proposés, puis ben, sinon, voyez votre médecin traitant. D'accord, Merci Robert. Alors, nous allons prendre les questions. On propose de prendre les questions et on va y répondre. Et nos amis téléspectateurs vont raccrocher pour écouter. Alors, bonsoir et bienvenue. Vous êtes à l'antenne. Oui. Qui nous parle? Jocelyne. Jocelyne nous appelle d'où? Du Robert. Nous vous écoutons, Jocelyne. Posez votre question. Frédéric va y répondre dans un petit moment. Vous allez raccrocher à entendre les réponses. D'accord? D'accord. Allez-y. Alors, je voudrais savoir, mon diabète, c'est à un moment, c'est assez haut. Je ne comprends rien dans ça. Je mange, c'était vraiment bon. Je n'avais pas de problème. Je suis diabétique du type 1. Et je constate, dès que je mange, ça monte. Le matin, j'essaie de manger 2 fruits pour ne pas que ça ne monte pas. Et je prends un thé, je vois à midi, c'est bon. 0,95 ou 0,75 des fois, si j'ai été au jardin. Mais le soir, là, je n'arrive pas. C'est 1,80, c'est 2 et quelques. Je trouve que c'est trop. Je voulais rédiger ça. D'accord. C'est uniquement le soir que c'est haut? Ça part d'un coup, je comprends rien dans ça. Jocelyne, est-ce que c'est uniquement le soir que vous constatez une hausse? Oui, des fois c'est uniquement le soir, mais ça peut arriver des fois à midi aussi. D'accord. C'est quoi votre traitement, Jocelyne? Mon traitement, j'ai comment ça s'appelle? Je suis à l'insuline. J'ai 2 insulines. Je vais vous donner le nom. Ce que j'ai là. J'ai le nouveau rapide. Oui. Et puis le soir, qu'est-ce que je prends là? Le soir, avant d'aller dormir, je prends le 3GO. 3GO, ok. Oui. Ok, ben merci pour la question, Jocelyne. Nous allons y répondre tout à l'heure. D'accord. Je vais essayer d'y répondre. Entendu. Merci, Jocelyne. Notre appel au 71 27 07. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir, je m'appelle Juliette. Oui, bonsoir, je m'appelle Juliette de Saint-Joseph.
Nous vous écoutons, Juliette. Oui, c'est que je suis diabétique par le stress. Diabétique par le stress. Oui. Et quelle question vous avez pour Frédéric Etena? Non, c'est parce que le médecin me dit je suis à 6. Le médecin me dit je suis à 6, c'est normal. C'est normal. Et chaque fois je mange, ça monte. Elle a bien dit qu'elle est à 6. C'est ce que j'ai Le médecin entendu. lui a dit que c'est normal. Oui, ça monte. Bon. Et quelle est votre question? Oui, je voudrais savoir. Le médecin m'a dit que c'est normal et que ça monte. Est-ce que vous avez un traitement, Juliette? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme traitement? Des médicaments ou bien de l'insuline? Non, les- les comprimés. Des comprimés? D'accord. Oui. Et vous prenez bien votre traitement? Oui. Oui. Très bien. Ok, Juliette, eh ben, nous merci, allons Juliette. essayer d'y répondre. D'accord. D'accord. Restez à l'écoute. 71 27 07. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler, Frédéric, on peut commencer à répondre à Jocelyne et après à Juliette. Jocelyne qui nous dit qu'elle a 2 insulines. Alors, Jocelyne, elle est diabétique de type 1, donc elle ne prend que de l'insuline. En général, le traitement du diabète de type 1, c'est de l'insuline, et le diabète de type 2, c'est essentiellement des traitements. Soit on donne des médicaments pour booster le pancréas pour produire de l'insuline, ou on va donner des médicaments qui vont permettre d'améliorer aussi l'action de l'insuline. Donc, pour améliorer l'insulinorésistance. Alors, dans le cas de Jocelyne, qui a deux insulines, alors elle a une rapide et elle a une lente. En général, les médecins associent, surtout c'est le boulot du diabétologue, d'associer 2 insulines par rapport notamment à l'alimentation durant la journée. Et on a aussi le dîner. Et après le dîner, on a une longue nuit qui part de la nuit commence à 6h, 7h du soir jusqu'à 6h du matin. Donc, en général, on va associer une insuline rapide et une insuline lente. Par contre, il est des personnes qui n'est pas toujours évident, d'équilibrer. Il y a des personnes qui sont très faciles à équilibrer et d'autres qui seront plus difficiles à équilibrer. Et c'est la situation dans laquelle se retrouve un peu Jocelyne qui, notamment le soir, elle dit que c'est plutôt le soir qu'elle a, c'est à 1,81, etc. Alors après, c'est pas des chiffres non plus trop importants, mais il faudrait qu'elle revoie son médecin traitant et il faut plusieurs essais de doses de l'insuline lente pour pouvoir parvenir à trouver celle qui convient à Jocelyne. Alors, il faut que Jocelyne fasse aussi attention à ce qu'elle mange. Parce que là aussi, c'est un aspect important. Donc, par rapport à la dose d'insuline qu'elle prend, elle a une certaine quantité de repas aussi qu'elle mange. Alors, il faudrait qu'elle vérifie également les moments où elle trouve que c'est un peu haut, parce qu'elle dit que des fois le midi, ça peut être aussi un peu haut. Il faut qu'elle vérifie ce qu'elle mange et qu'elle note ce qu'elle mange et qu'elle fasse sa glycémie et pour comprendre un petit peu pourquoi à certains moments c'est plus haut que d'autres. Il est très important dans le cas pour les personnes diabétiques, lorsque vous êtes chez vous, le médecin vous a donné un traitement, par exemple pour 1 mois, 2 mois ou encore 3 mois, il est important que vous ayez des petits carnets. Alors vous pouvez récupérer ces petits carnets soit au niveau d'une pharmacie, demandez s'ils en ont au niveau d'une pharmacie, demandez à votre médecin traitant, ou vous pouvez aller à l'association des diabétiques à la Ménard et demander si on peut vous donner un petit carnet où vous allez noter toutes ces informations. Ça, c'est hyper important. Et là, aujourd'hui, chaque jour, vous devez noter
votre glycémie, la quantité d'insuline ou le médicament que vous avez pris. À la limite, si vous pouvez noter aussi ce que vous avez mangé, c'est pour pouvoir permettre d'évaluer. Et lorsque vous allez retourner chez votre médecin, il faut que vous emmeniez ces éléments et que le médecin, il analyse un petit peu votre façon de manger, mais aussi votre observance du traitement pour réajuster le traitement, soit à la hausse ou à la baisse. Et ça, c'est hyper important. Dans toutes les maladies chroniques, on a le cas de l'hypertension artérielle, c'est pareil. On sait que certaines personnes, lorsqu'elles arrivent chez le médecin, la tension va monter. Donc, le médecin, il va prendre la tension, mais ce ne sera pas forcément le reflet de la tension artérielle de cette personne lorsqu'elle est chez elle. Alors, il faudrait que cette personne, si elle doit voir le médecin un mois après, il faut qu'elle ait son petit carnet et pendant un mois, tout son suivi, qu'elle l'amène pour le médecin, pour que le médecin puisse l'analyser, pour qu'il puisse ajuster son médicament. Alors, pour revenir dans le cas de Jocelyne, bon, c'est pas évident de répondre à cette question-là comme ça, parce que bon, il faut qu'elle voie avec son médecin. Et encore une fois, il y a des personnes qu'il est très, très, très difficile d'équilibrer. Alors, j'ai assisté à ça à l'hôpital. Hein. Alors, il y a des personnes qu'il est difficile d'équilibrer parce que, tout simplement, on n'a pas expliqué à ces personnes que leur alimentation a une influence sur leur glycémie. Donc, les personnes, malgré le fait qu'elles soient, on leur dise qu'elles sont diabétiques, mais il y a des personnes qui ne vont pas intégrer, qui n'auront pas compris et qui vont manger comme ils veulent, ce qu'ils veulent, la quantité qu'ils veulent. Je dois comprendre que quand je suis une personne diabétique, je ne peux pas manger forcément autant que je veux. Et nous, les non-diabétiques, c'est pareil, hein, Pascal. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de suicide au carburant. Aujourd'hui, c'est notre alimentation qui nous amène vers ce type de maladie. Parce que parfois, nous estimons que comme nous ne sommes pas malades, nous pouvons manger ce que nous voulons, quand nous voulons, comme nous voulons, la quantité que nous voulons. Et ce n'est pas forcément toujours une bonne chose pour notre corps. En sachant que parfois, il y a des polypathologies, on en a plusieurs, on n'est pas affecté par une seule pathologie et on ne tient pas compte de la coordination, les corrélations qu'il peut y avoir entre exact. Alors, j'en profite pour dire que le patient lambda, aujourd'hui en Martinique, il est hypertendu, diabétique, sédentaire, souffre d'hypercholestérolémie. Et parfois d'addiction. Et oui, parfois des addictions, on peut. Mais déjà, ces quatre-là, c'est énorme. Hypertension artérielle, diabète, sédentarité et hypercholestérolémie. Le patient lambda, il a tous ces problèmes-là. C'est au moins ces quatre-là. Et après, chacun aura, etc. Mais chez beaucoup de patients, on retrouve ces quatre problématiques-là. C'est énorme. Et il y a des corrélations entre ces maladies-là. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, par exemple, là, le virus, il arrive, on va dire que les personnes qui souffrent de comorbidité. Exactement. Et ces comorbidités, c'est par rapport à ces maladies. Et lorsqu'on a ces maladies, ce vers quoi? C'est pourquoi, encore une fois, être malade n'est pas une fatalité en soi. Ce qu'il faut éviter, c'est les complications liées à ces maladies. Et nous nous orientons vers le téléphone tout de suite, 71 27 07. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, c'est André. C'est André? Oui. André nous appelle d'où? On vous entend très bien. J'appelle de Rivière-Salée. D'accord, André, nous vous écoutons. Oui, alors je n'ai pas de questions particulières concernant l'émission. Je profite pour féliciter Zouk TV pour cette émission. Je profite aussi pour féliciter votre invité, Monsieur Etena, que j'entends régulièrement dans une radio, qui fait une très belle émission. Donc je l'encourage à continuer dans cette voie, parce que c'est très bien fait, c'est très bien dit. Alors, j'ai pas de questions véritablement, je voulais simplement apporter un éclaircissement, parce que pas concernant ce que vous dites, Monsieur Etena, concernant ce que j'entends autour de moi. Très souvent, il y a une mise en garde concernant les fouilles par rapport aux diabétiques de type 2. Donc, il est évident qu'il ne faudrait tout excès nuit, mais les fouilles ne sont pas à déconseiller aux diabétiques de type 2. Surtout, il y a des fruits comme le melon, par exemple, qui est même conseillé pour les diabétiques, puisque le melon a une charge glycémique très basse. Donc, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du diabète de type 2, et il est bon que vous fassiez une émission comme ça pour éclaircir un petit peu les choses.
Et je profite pour demander à M. Itena son avis concernant, plutôt un éclaircissement concernant le fructose des fruits. Parce que selon nous, le fructose des fruits ne provoque pas de sécrétion d'insuline. Et très souvent, j'entends dire, surtout, même dans des grands médias, hein, que le fructose du fruit provoque des sécrétions d'insuline. Alors qu'il y a une confusion entre le fructose des fruits et ce fameux fructose industriel qui s'appelle sirop de fructose, qui n'a rien à voir. Donc si M. Etena pouvait apporter un petit éclaircissement de manière à ce que les diabétiques puissent avoir un éclairage sur les fruits, et que nos fruits, surtout les fruits du pays, puissent être consommés, parce que c'est ça qui véritablement apportera une meilleure santé à nos futurs diabétiques, à condition que ça soit pris en bonne proportion. Merci, je vous écoute. Mais merci André pour ce témoignage et ces encouragements. 71, oui, écoutez-nous, il va y répondre. 71 27 07. Oui, bienvenue. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis en direct à l'émission. Je voulais converser avec l'émission. Alors, rappelez-nous on n'a pas entendu votre prénom. Steve. Maxime. Steve. Oui, Steve. C'est des neveux. D'accord, oui, bien sûr. Steve nous appelle d'où? De Fort-de-France. De Fort-de-France. Nous vous écoutons. De Fort-de-France. Oui, oui, Monsieur Etena vous écoute. Vous avez une question? Oui, j'ai une question de compréhension de fidélité. La compréhension? Oui. La compréhension, l'action à la pratique et une action. D'accord. En vérité, de l'alimentation et nutritionnellement pratiquant, en action, on va dire le Vatican, mais à la pratique de la foi en elle-même, à la l'utilisation naturelle de végétal, à la vérité des herbages, à la préfiguration de la nature, qui surpasse les comprimés, les plantes, et le mieux, 4 feuilles et 4 feuilles. Le dosage, la création à la pratique, à l'action. Et vous, monsieur, ça passe un peu mal, Steve, la communication, mais on a compris qu'il s'agit de nature et de plantes et de choses comme ça. Merci, Steve, pour votre rapport. Monsieur Itena va donner plus d'explications. Restez à l'écoute. 71 27 07, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, je m'appelle Maëva. Oui, Maëva. Et j'appelle de Saint-Pierre. Nous vous écoutons, Maëva. Alors, voilà mon problème. Hein. J'ai 63 ans. Je suis une anémie chronique depuis l'enfance. Hein. Et il se trouve que j'ai été, je ne sais pas si M. Etena connaît, j'ai été pendant longtemps, pour pallier la transfusion sanguine, on m'avait mis sur ce qu'on appelle le PO. Et il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, mon médecin a découvert que je faisais 1,60 g à jeun. Il m'a dit que je suis devenue diabétique de type 2. J'ai jamais été grosse, hein, je pesais 59 kilos. Il m'a mis sous un comprimé, je ne donne pas le nom, à base de metformine. Ce comprimé, c'est pas marqué dans la notice, hein, mais il m'a donné 2 effets secondaires. J'ai beaucoup maigri, de 59 en l'espace de 2 mois, je pèse 44 kilos. Et ça m'a fait pousser tous les poils. Mes cheveux, mes poils, ça a poussé. Mon corps, c'est complètement... j'ai mes cuisses, mais j'étais une grande sportive. Mes cuisses sont devenues comme une petite vieille. Et il suffit que je prenne ce comprimé, il me l'a donné 3 fois par jour. Je suis arrivée à le casser d'un tiers. Je prends son comprimé et je me retrouve par terre. Je descends à 0,3 g. Je me retrouve par terre. Je lui ai demandé de changer. Il ne veut pas changer. Il me dit que je suis diabétique de type 2. Je me retrouve, je vis seule et ça m'embête. Avant-hier, je suis descendue très très bas. Je me retrouve, mais c'est radical. Hein? Une voix aller, je suis par terre. Je suis par terre, je reste là jusqu'à ce que mon corps remonte et ça me fait très très peur.
Je suis allée de moi-même parce qu'il me dit, je peux te soigner. Il refuse de me donner une lettre pour aller voir un diabétologue. Je suis allée moi-même voir un spécialiste. Et ce spécialiste m'a demandé de ne pas manger de fruits à pain, de ne pas manger de dachine, de ne pas manger de tinin, de ne pas manger de pain, de ne pas manger... Alors je lui ai dit, eh bien, il me reste que l'herbe à vache, quoi. Pour manger, je ne sais plus comment me soigner. Cette anémie, elle est là. Il faut que je prenne cette EPO de temps en temps. Et ce médicament me fout par terre. J'aimerais qu'il m'explique ce que je dois faire, quoi. Je suis arrivée à casser le comprimé en 4. Une fois avalé, je chute. La glycémie chute. Maïva. Mais je n'ai jamais dépassé 1,45 g, 1,50 g. D'accord. Et j'ai ouï dire que l'EPO, c'est l'effet secondaire de l'EPO d'un diabétique. Je ne sais pas si M. Itena, il est à l'hôpital, il doit connaître ce que c'est que l'EPO. Ça pousse énormément mes globules rouges, mais je ne sais pas quoi manger. L'autre m'a dit de ne rien manger, il me reste l'herbe à vache à manger, quoi. Je ne sais pas quoi manger ni le matin, le midi. Déjà, j'ai perdu le sens d'avoir faim. Je ne ressens plus la faim. Je ne sais pas, j'aimerais qu'il me parle un peu sur ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maïva. 71 27 07, une autre intervention. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Vous appelez comment? Huguette. Huguette nous appelle d'où? Du Gaumont. D'accord, Huguette. Monsieur Itena vous écoute. C'est pas une question, c'est juste pour dire que je suis tellement contente ravie de voir Monsieur Itena parce que je l'entends tous les matins. Parce que comme j'écoute Radio Espérance, même si je ne suis pas adventiste, mais c'est une radio que j'aime beaucoup. Et j'écoute monsieur tous les jours quand il parle, comme il dit, un Pascal, un Michel, un Michel. Franchement, depuis ce matin que j'ai entendu dire qu'il sera sur Zouk TV, de toute façon, je regarde Zouk TV tous les jours. Alors ce soir, j'ai dit, je ne prends rien du tout. J'attends, je vais voir monsieur Tena, le visage de la personne qui parle tous les jours, le matin et l'après-midi. Alors, je le remercie beaucoup parce que j'ai retenu beaucoup de conseils, beaucoup de trucs qu'il dit, je mets en pratique. Je conseille à mes amis d'écouter la Espérance parce que d'écouter ce monsieur-là. Et puis, il parle avec une foi et une... Enfin, je suis contente de le voir et là, je regarde et je vais l'écouter encore beaucoup plus encore. Surtout quand il a parlé de la mort. Tout ce qu'il parle, tout ce qu'il dit, j'écoute et je vois tout ce qu'il dit, c'est la vérité et puis on essaie de le mettre en pratique. Alors, je vous admire, monsieur Tenas, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne une longue vie et persévérer dans ce que vous faites, parce que je vois que vous le faites avec amour, avec foi, avec votre cœur. Merci beaucoup, et puis je te laisse, Pascal. Merci, Huguette. Merci, Huguette. Alors, Huguette rappelle que Frédéric est sur Espérance FM 91.6 chaque matin pour des conseils avisés. Alors, revenons à nos amis, Maïva notamment. Avant Maïva, on a eu André de Rivière-Salée qui a parlé de fructose, de sirop. Avant André, nous avions Juliette qui a parlé de diabète par le stress. Bon, il n'y a pas de diabète par le stress. Il y a plein d'idées reçues. Il y a des personnes aussi qui disent qu'elles ont eu un choc, par exemple, et que le diabète est apparu après. Non, le diabète n'apparaît pas après un choc. Alors, il peut y avoir un choc émotionnel qui va induire d'autres mécanismes et qui vont finir par un diabète, mais il n'y a pas de lien direct entre un choc affectif et un diabète. C'est essentiellement lié à l'alimentation. En fait. Alors, on l'a vu. Alors, c'est soit le type 1, c'est une maladie auto-immune, soit un type 2 qui s'est installé à la longue, d'accord? À la longue, le pancréas est fatigué. Ou c'est de l'insulinorésistance. Mais choc affectif, on entend beaucoup ça, donc c'est un peu des idées reçues. Non, ça fait partie un petit peu des idées reçues. Alors après, Juliette, elle a dit qu'elle est à 6. Alors bon... Là, alors, il faut savoir que les appareils qui permettent de mesurer le taux de sucre dans le sang ne vont pas au-delà de 5. Donc déjà, le dire qu'elle est à 6, c'est un peu compliqué parce que, bon, en tout cas, je ne sais pas s'il y en a maintenant, mais j'ai jamais connu, là, je reste encore assez, même si je ne suis plus au lit du patient en ce moment, depuis quelque temps, je reste quand même assez proche des équipes soignantes et pour l'instant, je ne connais pas d'appareil qui donne une glycémie à 6. En général, c'est jusqu'à 5 et au-delà de 5, ça n'écrit plus de chiffres, ça marque high.
Donc, c'est trop. C'est peut-être voilà. ça. Donc, après, je ne sais pas si le médecin lui a donné un chiffre indicatif comme ça, mais et le fait de dire qu'à 6, le médecin lui dise que c'est normal, je ne sais pas, je ne suis pas certain. Bon. Alors, je ne veux pas mettre la parole de Juliette en doute, mais ça reste un peu, ça reste un peu difficile à entendre qu'un médecin dise à quelqu'un 6 grammes de sucre dans le sang, c'est normal. Alors, et bon, elle dit que ça monte. Bon, sa question n'a pas été suffisamment précise, malheureusement. Donc, bon, eh ben, dans ce cas-là, Juliette, moi, ce que je vous dirais, ben, écoutez, c'est revoir votre médecin, hein, allez voir votre médecin traitant, et, parce que 6, c'est pas un chiffre normal pour une glycémie. André. Ensuite, alors André avait, je remercie déjà André pour son intervention, et il me semble que je me rappelle d'André qui avait appelé lorsqu'on avait parlé on avait fait le procès du cholestérol. Si c'est le même André, c'est peut-être lui. Et alors c'est vrai que on entend beaucoup de choses autour du diabète, qu'ils ne doivent pas manger des fruits, etc. Mais bon, tout ça encore, c'est des idées reçues. Au risque peut-être, je sais pas, hein, de me faire, de me faire incendier, mais je parle de ce que je comprends de la physiologie de notre corps et de ce que j'ai compris de cette maladie. Mais un diabétique peut manger tout à fait normalement. Il n'y a aucun problème. Le diabétique peut manger son tinet, aux grandes dames de ce que le médecin a dit à Maëva, mais pourquoi un diabétique ne peut pas manger du tinet, des fruits à pain ou quoi que ce soit? Les fruits du pays, les ignames, j'ai aucun problème. Il est où le problème? Par contre, le diabétique, par rapport à son diabète, il faut qu'il apprenne à équilibrer ses repas. Alors, son assiette doit être composée de quoi? Alors, un exemple. Je vais pousser la chose encore plus loin, Pascal. Il ne devrait pas, pour moi, hein, il ne devrait pas y avoir de régime diabétique. Ça ne devrait pas exister. De ce que je comprends. Pourquoi? Nous devrions tous manger comme des diabétiques. Déjà. Là, même nous, nous les non-diabétiques. Nous devrions manger comme les diabétiques. Non-diabétiques déclarés, parce qu'on a vu qu'il y avait qui s'ignorent. Oui, il y en a qui s'ignorent. Mais en fait, le diabétique peut manger de tout et tout à fait normalement. Il faut juste qu'il mesure. Un diabétique, pourquoi? Alors, merci André, mais un diabétique peut manger du melon. Il peut manger son ananas, il peut manger son... mais bien sûr qu'il peut le manger. Il n'y a aucun problème à ça. Le diabétique va à un anniversaire, alors il ne peut pas manger un petit morceau de gâteau, alors. Il peut manger un petit morceau de gâteau. Par contre, le diabétique devra inclure dans son régime alimentaire de la journée, lorsqu'il va choisir la quantité de ce qu'il doit manger, il faut qu'il inclue ce morceau de gâteau dedans et ne pas prendre d'autre chose. Oui, il y a un équilibre à côté, à avoir. Le gâteau, vous comprenez, c'est ça. L'accumulation. Voilà, il ne faut pas trop cumuler des choses. Je sais que si je prends le gâteau, je vais peut-être prendre une part de dachine en moins. Alors tout ça s'apprend, hein, tout ça s'apprend. On ne peut pas en parler là comme ça. Il y a les diététiciennes qui sont là pour aider également. Mais ce que je veux, le message à faire passer ce soir, c'est qu'on peut manger, on peut se faire plaisir. C'est comme, mais bien sûr, Pascal, c'est comme nous même les bien portants. En fait, on peut manger de tout et se faire plaisir, mais on ne peut pas manger à tout moment. On ne peut pas en manger trop. Et qu'est-ce qui fait que les personnes se... Bon, on va voir ça tout à l'heure. D'accord. Maintenant, le fructose. Oui. André a parlé du fructose. Le fructose, on a le lactose du lait, on a le fructose des fruits, on trouve le galactose également, on a le glucose. Bon, tous ces éléments-là, c'est du sucre. Quand ils arrivent au niveau au moment de la digestion, tous ces sucres-là seront transformés en glucose. Tous. C'est pourquoi le fructose des fruits, même si c'est un bon fructose, c'est un bon sucre, c'est pas du sucre industriel, c'est du sucre naturel, mais il reste du sucre. Donc la quantité doit être... Alors attention à la quantité, le diabétique ne va pas manger 5 mangues d'affilée. Ou la bassine. Ou la bassine de Bassignac. Attention mes amis. Mais même pour les non-diabétiques, c'est pas recommandé. C'est ça le truc.
Et c'est pourquoi, encore une fois, moi je dis, quand ça m'arrive de faire les conférences sur le diabète, moi je dis, mais le diabétique devrait manger comme moi. C'est moi qui devrais manger comme le diabétique. C'est à moi de faire attention aujourd'hui aux parts de nourriture. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans une assiette à midi, Pascal? La moitié de l'assiette, ça devrait être des légumes verts. La moitié. Où est-ce qu'on voit ça? Mais il y a une grande tentation, et la tentation est si forte, si alléchante, qu'il est un peu difficile. Bon, on ne fait pas le procès aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a une part de tentation qui est non négligeable. C'est-à-dire, de quoi tu parles? De tentation alimentaire. On voit bien que les odeurs, les saveurs et tout ça nous... Oui. La publicité aussi nous emporte. Est là. La publicité est là pour nous emporter également. C'est vrai. La publicité est là pour nous emporter. Et puis, quand nous arrivons dans les supermarchés aujourd'hui, tout est fait pour nous appâter. Non, mais on devra faire une émission, et ça, une émission spéciale de quel comportement alimentaire adopter. Je referme la parenthèse. C'est pas évident. Alors, pour répondre, André, le fructose, alors encore une fois, moi je suis à 100% d'accord avec André. Pourquoi interdire à un diabétique de manger des fruits? Et si on devait interdire à un diabétique de manger des fruits, ce serait plus le diabétique de type 1 que celui de type 2. Déjà. Mais que ce soit l'un ou l'autre, il peut tout à fait... Alors, la pompe à insuline, voilà, une pompe. Alors, la pompe, je cherchais tout à l'heure le terme. Non, un diabétique peut manger tout à fait normalement. Et quand je dis normalement, comme nous. Mais une alimentation variée et équilibrée. Comme nous, Pascal. Tu vois, nous, je veux dire... devrait. Alors, justement, Pascal, c'est là que je veux qu'on mette le doigt. Nous aussi devrions manger équilibré. Et c'est pas parce que nous ne sommes pas diabétiques que nous pouvons nous permettre de manger n'importe comment et trop non plus. C'est pourquoi nous, régime yo-yo. Je dis, nous qu'à manger, boudin, nous qu'à grosser ça, nous qu'à, etc. Je sais que je dois aller à un mariage, je vais faire un régime, etc. Pour rentrer dans le pantalon, pour rentrer dans la robe. Et puis une fois mariage passé, je qu'à virer pour tout ça, etc. Non, le maillot de bain pour les vacances. C'est ça. Ça veut dire que aujourd'hui, et c'est pourquoi le terme suicide au carburant, parce qu'en fait, nous sommes en train de nous suicider. Celui qui vous parle là, c'est quelqu'un qui aime le sucre. Mes amis, Pascal, j'aime énormément le sucre. J'ai un problème avec le sucre. Alors moi, aujourd'hui, ce qui me tient, c'est que je suis un professionnel de santé et que je suis tellement passionné de ce corps, j'ai appris à connaître ce corps et maintenant j'essaye par la grâce de Dieu. Mes amis, j'ai des failles. J'ai encore des failles. Je ne suis pas parfait. Mais encore une fois, il faut se donner des principes, des garde-fous pour se dire que... Moi, par exemple, Pascal, j'aime beaucoup les glaces à Gendas. J'aime énormément ça. Praline and Creams, Macadamia Bright, etc. Ils ont sorti un là, banane avec des éclats de caramel. Oh là, des éclats de caramel. Bon, je suis un friand de ça, mais je ne vais pas en manger tout le temps. Je vais me faire plaisir de temps à autre. Après, à côté de ça, on fait de l'exercice physique. Il faut faire 3-4 séances d'exercice physique par semaine. Je ne suis pas en train de dire par trimestre. Par semaine, voire 5. C'est une organisation. Et puis là, en ce moment, j'ai réduit les parts parce que j'avais quelque peu grossi. On est rentré dans le mariage, on mange bien, on est dans les verts pâturages et on mange bien. À ce moment, on se rend compte que ça glisse un peu. On se dit, là, attention, le ventre essaye de sortir. On dit, Et là, on réduit, mais ça demande un effort. Un effort pour être en bonne santé. Et nous savons que l'alimentation affecte la volonté. Quand elle est trop sucrée, trop riche, notre volonté est amoindrie. Alors, notre volonté est amoindrie, sans compter que l'alimentation va créer une véritable addiction chez nous. J'ai pas voulu dire ça. Mais c'est la réalité, le sucre. On voit bien que le sucre est une addiction qui a des répercussions au même titre que l'alcool. Bien sûr, le sucre est addict. Mais un exemple.
Je suis devant ma télé. Mes amis, quand nous sommes devant une télé, c'est pas haricot vert où on vit manger. C'est pas brocoli où on vit manger. Non, mais ça, on devrait faire quand même une émission spéciale sur les comportements. Alors, avant de prendre les appels téléphoniques qui sont en train de venir, nous avons donc Steve qui nous parlait de l'alimentation naturelle à intégrer. Alors, donc ça, on est d'accord? Bonne question. Il y a beaucoup de personnes qui, par rapport au diabète, on entend aussi à la radio, sur certaines radios, on voit aussi sur Internet, une plante miraculeuse qui va guérir le diabète. On entend ça, ou j'ai déjà vu ça. Attention, chers amis, de quel diabète parle-t-on? Le diabétique de type 1, vous pouvez prendre toutes les plantes merveilleuses du monde que vous voulez, il ne va pas guérir. Donc ça a déjà annoncé une telle chose, il faut déjà être précis dans ce qu'on annonce, pour ne pas donner de fausses espérances. Quel diabète? De quel diabète parlez-vous? Du 1 ou du 2? Le 1 ne guérit pas pour l'instant. Alors là, la recherche, il y a beaucoup de choses dessus en ce moment. Ils parlent des cellules souches, ils parlent de reprogrammer les cellules alpha en cellules bêta, par exemple, etc. Bon, bref, mais pour l'instant, on n'en a pas encore. On n'a pas encore résolu ce problème-là. Le diabétique de type 2, peut-il guérir? C'est possible. Par contre, mesdames et messieurs, chers amis, tous les diabétiques de type 2 ne guériront pas. Et il faut être clair avec ça. Il faut le dire. Les organismes, la génétique, etc. Il y a plein de choses que nous ne maîtrisons pas. Tous les diabétiques de type 2 ne guériront pas. Mais certains peuvent guérir. D'accord. Alors pour cela, tout le monde doit mettre en place une hygiène alimentaire, une hygiène de vie. Même si je ne guéris pas, ce qu'il faut rechercher, c'est la maîtrise de la maladie. Okay. C'est ça qu'il faut rechercher. La maîtrise de la maladie. Pour vivre le plus naturellement que possible et surtout éviter les complications. Parce que c'est surtout les complications qui vont poser des problèmes. Alors, il y a des complications auprès de Maëva qui... Alors attends. Oui. Il y a des personnes qui arrêtent les traitements pour prendre des produits naturels. Mes amis, ça c'est la chose à ne jamais faire. Qui a instauré le traitement? Qui a émis le diagnostic? C'est le médecin. C'est lui qui instaure le traitement. S'il y a une seule personne qui doit arrêter le traitement, c'est le médecin. Ça, c'est fondamental. Le diabète fait partie des maladies dites chroniques. Ce sont des maladies chroniques. Il ne faut pas rigoler avec ça, chers amis. Ce comportement-là a déjà amené des personnes en réanimation à la MENA. Et il y en a qui n'ont pas survécu. Il faut éviter ça. Alors, je ne vous empêche pas de prendre votre traitement naturel à côté. Pourquoi pas? Je ne vous empêche pas de mettre en place une hygiène de vie la plus correcte que possible, avec de l'exercice physique, etc. à côté. Mais c'est très bien. Par contre, vous ne devez jamais arrêter le traitement. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, il faut avoir son petit carnet, tout noter. Quand je retourne voir le médecin, je fais un bilan, je fais un ceci, le médecin me dit, mais écoute, ton taux de sucre là, il descend trop, je vais baisser le traitement. Et au fur et à mesure, il va baisser jusqu'à ce qu'ils me disent, tu n'as plus besoin du traitement. C'est à ça qu'il faut parvenir. Mais il ne faut surtout pas arrêter les traitements, chers amis. On voit trop ce comportement, tant au niveau du diabète, de l'hypertension artérielle, de personnes qui ont été traitées pour des infarctus, etc. J'ai trop vu ça. C'est la chose à ne pas faire et en disant, je prends des choses naturelles. Merci pour cette précision parce qu'elle est de taille. Effectivement, oui. Nous sommes dans une société, en ce moment, on est enclin à privilégier les choses naturelles sans tenir compte de ce diagnostic qui est quand même très précis et qui a besoin d'être suivi. Merci Pascal. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que je suis contre les choses naturelles. Pas du tout. Non, on a bien compris. Mais on ne peut pas venir comme ça et puis annoncer des choses aux gens en leur disant, bon, écoutez, arrêtez votre traitement, le médecin, il connaît que dalle, et prenez ça. Mais il faut arrêter. Alors, mais on va continuer quand même au téléphone avant de venir à Maëva et à Huguette. 71 27 07, nous vous écoutons. Bonsoir. Merci d'avoir patienté. Bonsoir. Rodrigue Saint-Joseph, vous allez bien? Oui, Rodrigue, nous vous écoutons. Je vous félicite. J'ai, pris le déclic par rapport à tout ce qu'il a dit, puisque je me reconnais un petit peu dans les choses sucrées.
En priorité, vanille pacane. Le lait Nestlé que j'achetais en tube et un glycère dans mon sopin et un gavrier descend. Donc j'ai pris le déclic. C'est vrai que je suis un surpoids. Et dans mon entourage, les gens ont peur que j'ai le diabète puisque j'ai un terrain familial fort à l'obésité et au diabète. Donc il faut que je commence à me surveiller moi-même. Et si c'est pas moi qui faillis, c'est pas personne qui a failli dans moi. Donc je continue à vous écouter juste pour vous dire que j'ai les gestes, je sais ce qu'il faut faire, mais t'imagines tellement bon et puis depuis une occasion pété pied, à un anniversaire, quelque chose comme ça, même si on ne boit pas beaucoup, mais il faut faire attention à la surconsommation ou à la surexcès de sucre qu'on prend. Donc du coup, je continue à vous écouter, plus force, et puis je ferai ce qu'il faut. Mais, allez, bonne soirée. Merci Rodrigue. Merci Rodrigue. Alors, Maëva attend une réponse. 63 ans, anémie chronique, et depuis, elle perd du poids. Alors, anémie chronique, elle a eu des transfusions sanguines, on l'a mise sous EPO. Alors, l'EPO, c'est une hormone qui est fabriquée par les reins. Alors, l'EPO, c'est l'acronyme, merci. Et le nom de l'EPO, c'est l'érythropoïétine. C'est très long, hein, c'est pourquoi on parle d'EPO. Et c'est une hormone qui est sécrétée par le rein et qui a une action sur la moelle osseuse, puisque c'est la moelle osseuse qui fabrique les globules blancs et les globules rouges. Et dans le cas de certaines anémies, alors on a fait il y a des études qui ont été faites sur des athlètes. On a emmené des athlètes, par exemple, en altitude, s'entraîner. Alors, en altitude, il y a une diminution de l'oxygène. Donc, forcément, il y avait une diminution. Ça, il y a une répercussion au niveau des performances, au niveau cardiaque, etc. Et ils ont mesuré un petit peu les performances au début. Et 2-3 semaines après, ils ont encore mesuré les performances et les performances s'étaient améliorées. Et ils ont surtout mesuré la quantité de PO qu'il y avait dans le sang. Et ils ont constaté que le PO avait augmenté parce que les reins, pour faire face à cette diminution des performances et diminution de l'oxygène, le PO a été sécrété par les reins qui a agi sur la moelle osseuse et la moelle osseuse a produit beaucoup plus de globules rouges. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'a mise sous EPO. Maintenant, je ne connais pas les effets secondaires. Alors, l'EPO, on connaît aussi l'EPO dans le monde du dopage. Parce que ce sont des personnes, on l'a vu, hein, on voit un peu à quoi ça sert, l'EPO. Donc, l'EPO peut être utilisé pour doper le corps lors de certaines compétitions. Donc, ce nom est surtout associé malheureusement à des malversations dans le monde du dopage, mais c'est une hormone naturelle qui est sécrétée par le corps pour lutter justement contre ce type de phénomène. Je le disais encore, nous avons des valeurs, des paramètres vitaux qui doivent rester équilibrés. Et lorsqu'il y a un déséquilibre, il y a cette homéostasie qui se met en place. C'est un ensemble de processus qui vont permettre de rétablir l'équilibre de ces valeurs. Alors maintenant, on lui a découvert un diabète de type 2. Le médecin l'a mise sous metformine. Elle a cité 2 effets secondaires. Elle a perdu du poids, ça a accru sa pilosité, etc. Maintenant, moi, ce qui m'étonne dans ce qu'elle dit, et bon, elle dit la vérité, c'est qu'elle est allée voir son médecin, elle dit au médecin de changer, et le médecin ne veuille pas changer, ça je ne comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de molécules. Et en général, et c'est en général ce que je conseille aux gens, il y a tellement de molécules que si vous constatez qu'une molécule ne vous va pas, il ne faut surtout pas l'arrêter. D'accord? Ça, c'est déjà la première des choses. Et allez voir son médecin. D'accord? Il faut aller voir son médecin et dire, bon, docteur, j'ai testé le truc, chaque fois que je prends ça, j'ai tel problème, regardez ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça.
Et le médecin, il dit, bon, écoute, je te donne une autre molécule. Il y en a plein d'autres. Alors après, pourquoi? Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si j'ai tous les éléments, si Maëva nous a donné tous les éléments, mais Alors, peut-être qu'il faut qu'elle ait un autre avis de alors, professionnel. elle est allée voir un diabétologue, c'est ce qu'elle dit. Elle est allée d'elle-même parce que le médecin ne voulait pas lui donner un courrier pour aller voir le spécialiste. Elle a pu voir un spécialiste qui lui dit de ne pas manger d'achine, d'igname, tinin, etc. Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un diabétologue, mais... je ne sais pas. Alors, on voit bien sa détresse en tout cas par rapport à son poids qu'elle perd et ses pertes de connaissances. Oui, notamment en plus, elle dit qu'elle casse le comprimé en 3 ou en 4 et qu'elle prend une partie du comprimé, qu'elle est déjà à terre. C'est terrible. Donc, je ne comprends pas pourquoi le médecin ne veut pas changer la molécule. Mais en tout cas, chers amis, je ne suis pas là pour critiquer des médecins ni quoi que ce soit, dire quoi que ce soit. Bon, moi, je juge d'après ce que la patiente dit, la téléspectatrice donne comme information. Peut-être que le médecin a plus d'informations. Encore une fois, c'est toujours ça. Hein. Il a peut-être des raisons pour lesquelles il veut maintenir en cela, mais il faut qu'il prenne en compte, malheureusement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout que le comprimé, il est peut-être un peu fort. Parce que si elle le casse en 4 et qu'elle prend un quart ou un tiers et qu'elle se retrouve par terre, si elle en prend un, je ne sais pas ce que ça va donner. 71 27 07, bienvenue, nous vous écoutons. Oui, bonsoir, je vous appelle de Saint-Martin. Oui, vous appelez comment? Madame Pierre-Joseph. D'accord, le prénom? Petra. Petra. Bienvenue, Petra. Oui, bonsoir, mon frère. Bonsoir, ma soeur. Merci. Il vous écoute pour la question. Oui, je vais dire à Frédéric que la dame qui a appelé, qui disait que son diabète était à 6, c'est son hémoglobine glyquée. C'est HbA1c oui. qui est à 6. C'est pas son diabète, c'est son hémoglobine glyquée. C'est son hémoglobine glyquée, d'accord. Ok. Très bien. Merci, Petra, pour cette précision. Parce que moi aussi, je suis diabétique et parfois, quand je fais des analyses, mon hémoglobine glyquée, c'est à 10, 9,7. D'accord. D'accord. Petra, merci beaucoup de cette précision importante. D'accord, merci. Merci Saint-Martin que nous saluons. Merci, je l'aime bien écouter Frédéric parce que c'est mon frère de l'église. Ah d'accord, très bien. Très bien, merci. Merci. 71 27 07, nous vous écoutons. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom? Pierre-Jean. Pierre-Jean nous appelle d'où? De Casse-Pilote. Monsieur Etona vous écoute. Oui, alors je voulais dire à Frédéric que je pense que la dame qui disait qu'elle est à 6, elle ne parle pas de son taux de glycémie, mais de son hémoglobine glyquée. Et 5,6, c'est bon. On vient d'avoir l'information de Petra. J'étais sorti, d'accord. Mais oui, c'est l'hémoglobine glyquée. À partir de 7,8, c'est trop haut, mais 5,6, c'est bon. Oui. Voilà. J'ai pas pensé à ça du tout. Hein. Merci Pierre-Jean. Oui. Au revoir. Merci, au revoir. 71 27 07, bonsoir, bienvenue. Nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis Patricia, je suis une diabétique. Patricia nous appelle d'où? De Saint-Joseph. De Saint-Joseph. Ah, les Joséphins sont connectés. Nous vous écoutons. Alors, ce n'est pas une question. Oui, c'est une question. Ce que j'aimerais savoir, c'est j'ai une insuline à la semaine et une insuline tous les soirs. Et j'ai les comprimés. Et normalement, je suis une diabétique de type 2. Et? Non, c'est la question. Normalement, est-ce que je suis une diabétique de type 2? D'accord. Mais ça arrive que dans certains cas des diabétiques de type 2, que le médecin peut instituer des comprimés et de l'insuline. Ça arrive. D'accord. Oui, c'est tout à fait possible. Tout ce que je peux vous dire,
comme vous avez dit, je mange de tout. Je mange de tout, je ne me prive de rien. Je préfère les légumes au riz ou aux pâtes, mais comme vous dites, moitié légumes verts, moitié le légume que j'ai choisi, que j'ai décidé de manger. Sauf que ça peut aussi m'arriver de n'avoir pas mangé des légumes verts le midi et de consommer, de faire un potage avec les légumes verts, soit avec des petits pois, un potage de petits pois, soit avec un potage d'haricots verts ou autre, ou bien une soupe verte. D'accord. Voilà, mais c'est ça. Au moins, vous équilibrez les choses. Oui, voilà. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut rechercher, sans cesse. C'est pas être dans la privation. Je mange pas ça, je mange ça, je mange pas ça. C'est l'équilibre dans ce qu'on mange. C'est ça l'important. Oui. Et c'est pourquoi c'est comme ça que même les non-diabétiques, ceux qui n'ont pas de problème, c'est comme ça qu'on devrait manger, en fait. D'accord, tout à fait. Merci, Patricia. En tous les cas, je vous remercie. C'est un ami qui m'a dit que vous étiez en ligne, que vous parlez du diabète. Et je suis toujours des émissions sur le diabète parce que je suis toujours à la recherche de savoir comment faire. Comment faire pour aller mieux. Pas pour guérir, puisqu'on ne guérit pas. Mais comment faire pour aller mieux. Et pour les fruits aussi, je vous rejoins, je mange les fruits avant mes repas. D'accord. Pas après. Et je ne mange pas de fruits à partir de 17h. D'accord. Merci beaucoup, Patricia. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci de rester à notre écoute. Alors, 71 27 07, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, je suis Rose, j'habite à Ducos. Rose de Ducos, oui. Monsieur Itena vous écoute. Oui, j'aimerais simplement faire un témoignage. Je suis diabétique depuis 40 ans. Oui. Oui, depuis 40 ans. Et pourquoi ça répète comme ça, là? Depuis 40 ans. Et je mange de tout. Et quand j'entends qu'il ne faut pas manger d'achille, fruits à pain et tout ça, quand vous mangez une assiette de fruits à pain, vous avez une glycémie moins élevée que si vous mangez autre chose. Très bien. Enfin, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Une assiette, je ne parle pas de 4 morceaux, hein, quand même. Je parle d'un seul morceau et ça passe bien. Ça fait 40 ans, j'essaie de tenir comme ça. Et voilà. La seule chose, la question que je vous ai posée, c'est quand on est sous insuline, est-ce qu'on peut espérer en sortir après? D'accord. La question est notée, on va y répondre. Quand on est sur insuline, est-ce qu'on peut espérer s'en sortir? Est-ce qu'elle est diabétique de type 1 ou 2? Vous êtes diabétique de type 1 ou 2? Je n'ai jamais posé la question. Elle n'a jamais posé la question. J'ai une insuline le soir, un Lantus. Et vous avez des comprimés aussi? Oui, je prends du Stagine. D'accord. Entendu, Rose. Oui. Merci. Restez à notre écoute. Merci beaucoup. Bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. 71 27 07, bonsoir. Alors, notre téléspectateur n'a pas patienté. Bonsoir et bienvenue. Nous vous écoutons. Vous êtes à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Viviane. Viviane? Oui. Viviane, vous nous appelez d'où? De Rivière-Pilote. Nous vous écoutons. Alors, oui. Alors, c'est au sujet de ma mère. Hein. Elle est âgée et on n'y a jamais diagnostiqué de diabète. Mais j'ai remarqué depuis quelque temps qu'elle boit. Elle boit peut-être durant la nuit, elle boit au moins 1 litre d'eau. 1,5 litre d'eau durant la nuit. Et tous les 10 à 15 minutes, elle se lève comme ça, elle boit de l'eau. Donc, j'aimerais savoir si ça c'est lié avec le diabète. Enfin, je ne sais pas. En fait, je pose la question et j'attends la réponse, là. D'accord. Okay. D'accord, Viviane. Merci de votre partage. 71 27 07, on prend un dernier appel avant de répondre à toutes ces questions. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Vanessa. Vanessa nous appelle d'où? De la Guadeloupe.
Ah, merci de nous appeler de la Guadeloupe, Vanessa. Monsieur Itona vous écoute. Alors, la question, c'est que je souhaite savoir, est-ce que un homme d'une quarantaine d'années qui boit beaucoup de sucre, qui mange pas équilibré et qui fait quand même beaucoup d'exercices physiques, c'est-à-dire notamment du vélo, est-ce que c'est quelqu'un qui peut éventuellement éviter de faire du diabète, sachant qu'il boit beaucoup de sucre, qu'il aime tout ce qui est boisson gazéifiée, et que cette personne-là aussi boit en fait du sirop, vous voyez les sirops qu'on mélange avec de l'eau là. Donc voilà. Je veux savoir, est-ce que c'est quelqu'un à risque? Voilà. D'accord. Merci Vanessa. Restez connectés. Alors, on a pas mal, le téléphone il explose, le standard est rouge, mais nous allons quand même prendre le temps de répondre à qui? Donc, on commence avec qui? Patricia de Saint-Joseph, qui nous a juste donné un témoignage. Rose de Ducos. Oui, alors Patricia qui est sous comprimé et insuline, et elle disait qu'elle est diabétique de type 2. Alors il faut savoir encore une fois qu'il y a des personnes, je le disais, qui sont extrêmement difficiles à équilibrer. Et on peut être amené à associer, dans le cadre d'un diabète de type 2, on peut être amené à associer des comprimés et de l'insuline. Okay. Alors là encore, vous savez, même s'il y a des éléments globaux à la maladie, après chaque individu est particulier. Et il y a des personnes auprès de qui par rapport à leurs organismes, qu'on aura du mal, on aura beaucoup de mal à équilibrer. Et il faut faire des fenêtres thérapeutiques différentes, des stratégies différentes pour pouvoir amener l'équilibre chez cette personne. Alors moi, par rapport à la question, je réponds aussi à Rose de Ducos qui disait qu'elle était sous insuline et sous stagide, et elle demandait est-ce que c'était possible de sortir un jour de l'insuline. Bon, là, c'est des questions qui ne sont pas évidentes à répondre parce que tout dépend des organismes, encore une fois, mais le conseil que je pourrais donner aujourd'hui, le meilleur moyen de prévenir le diabète, c'est l'exercice physique. Le meilleur moyen d'équilibrer un diabète, c'est l'exercice physique. Alors, dans l'exercice physique, est-ce que quand même tu peux approfondir? Parce que moi, je peux décider que je fais un peu de jardinage et que c'est suffisant. Est-ce que ça rentre dans l'exercice physique ou est-ce qu'il faut vraiment prévoir un exercice qui fasse fonctionner tout l'ensemble du corps, tel que la marche qui a été déjà... la marche, c'est la reine des exercices. Si on peut faire de la marche, c'est la meilleure des choses. Alors, il y a marche et marche, Frédéric. Est-ce que c'est la marche en dilettante, non, fleurette non. Et puis, c'est pas la marche où on est dans son téléphone et puis on s'arrête toutes les 10 minutes. Ma fille, sous tes saves, m'en dis pour non comme ça. Non, c'est pas ça. D'accord. Il faut quand même mouiller le t-shirt. D'accord. OK. Maintenant, le jardinage, c'est très bien aussi. OK, c'est bien. Mais si on peut associer vraiment, sortir, aller auprès de la plage, un parcours, et puis marcher 30, 40 minutes, 3-4 séances par semaine, mes amis, mais vous explosez un diabète. D'accord? Il n'y a pas meilleur moyen d'équilibrer un diabète. Alors, bien entendu, le traitement, il ne s'agit pas de faire de l'exercice et puis de mettre à côté le traitement. Quels sont les bienfaits de l'exercice? Eh bien, ça va augmenter l'utilisation du sucre par les muscles. Parce qu'on s'est rendu compte, alors je l'ai dit tout à l'heure dans la physiologie, que l'insuline, c'est la clé qui permet aux cellules de consommer le sucre. Eh bien, on s'est rendu compte que l'exercice physique faisait la même chose. Les scientifiques l'ont découvert. C'est pourquoi l'exercice physique est fortement recommandé dans le cas de diabète. C'est l'un des piliers pour équilibrer un diabète. Donc, augmente l'utilisation du sucre. L'exercice physique va permettre de diminuer la masse grasse, donc améliorer l'insulinorésistance. Donc, dans le cas du diabète de type 2, l'exercice physique va augmenter la sensibilité du corps aussi à l'insuline. Donc, l'insuline va mieux agir et puis permet de mieux maîtriser la glycémie. Alors, je ne veux pas dire à Rose, peut-on en sortir? Je pense que oui.
on peut en sortir, mais tout dépendra de l'organisme de cette personne, de sa vie, de ses gènes, de plein de choses. Parce que nous ne sommes pas tous égaux. Je ne sais pas pour. C'est pourquoi, encore une fois, il faut pas vendre. Il faut dire les choses sans vendre du rêve à tout le monde. Oui, on peut peut-être s'en sortir, mais tout le monde ne s'en sortira pas. Mais ce qu'il faut, comme elle le disait, Rose, c'est essayer, dans la mesure du possible, d'arriver à la maîtrise de la maladie. Et surtout, d'éviter les complications derrière. Parce que c'est ces complications, surtout, qui posent un problème aujourd'hui avec les maladies cardiovasculaires, infarctus, AVC. Les infarctus, c'est 5,7 millions de décès dans le monde chaque année. Les AVC, les infarctus, c'est 7,5 millions. Les AVC, c'est 5,7 millions. C'est énorme. Le diabète, c'est 3,2 millions de décès. Surtout avec les comorbidités, les complications derrière. C'est ça. Et c'est ce qu'il faut éviter. Donc l'exercice physique, si vous mettez en place un programme d'exercice physique, et comme on l'a dit, on peut manger de tout, mais de manière équilibrée. Comment équilibrer le repas? Là, on est obligé de travailler avec des professionnels de santé. On est obligé d'aller voir une diététicienne, etc., qui va nous apprendre, parce qu'il y a des choses à apprendre. On ne peut pas là dire en 2 minutes, il faut manger comme ça, il faut manger comme ça. Ce n'est pas possible. La diététicienne va voir avec cette personne comment vous mangez. Il faut éviter aussi les grignotages entre les repas. On le dit aussi pour les personnes non diabétiques. Hein. Entre deux feuilletons. Oui, voilà. Pour nous aussi, c'est pas recommandé le grignotage entre les repas. Et pourtant, ça, chez les diabétiques, c'est quelque chose à éviter au maximum. Tout comme nous. C'est vrai, mais bon, c'est pas évident. Peut-être qu'il faut mettre en place une stratégie pour que nos papilles soient maintenus en captivité et qu'on n'ait pas à se laisser influencer par nos 5 sens, voire notre 6e sens, parce qu'on est très créatif quand il faut manger. Il y a beaucoup de choses. Alors, même si, encore une fois, personne n'est parfait. C'est sûr. Nous ne le sommes pas. Et parfois, nous dévions. Parfois, nous faisons des petites choses que nous savons que nous ne devrions pas faire. Mais elles doivent rester ponctuelles. Mais est-ce que notre corps, en quelque part, ne nous trompe pas quand on a faim, quand on pense avoir faim? Parce qu'on peut penser avoir faim, mais ce n'est qu'une pensée de faim. Mais que ma physiologie ne me réclame pas forcément de l'alimentation. C'est plutôt une faim affective. Oui, il y a de ça. Il y a de ça. Hein. C'est surtout quand je suis assis devant la télé et que j'ai faim. Quand même pas. Ça peut être une émotion mal gérée qui peut nous conduire à un grignotage en compensation. Oui, mais là, c'est pas... Mais tu vois bien que là, on part déjà dans une autre... on est d'accord. Pour compensation, on est déjà dans un état psychologique qui n'est pas celui qui devrait être, etc. On voit comment notre corps, nous sommes soumis à tellement de facteurs environnants qui viennent nous impacter que tout ça a une influence sur nous et c'est pas évident. C'est pas évident du tout et c'est la raison pour laquelle ce soir je ne veux pas avoir cet effet moralisateur ni culpabilisant à l'égard de qui que ce soit et je le redis bien, nous avons tous à ce niveau-là à revoir un petit peu notre copie, que diabétique comme non diabétique, mais encore une fois, si nous nous en tenons à la manière dont nous devrions tous nous alimenter, c'est nous qui devrions manger comme les diabétiques. Mais Frédéric, alors je vais poser une question un peu plus personnelle. Est-ce que Frédéric Etena peut nous dévoiler un secret personnel pour maintenir cette stabilité alimentaire? Parce qu'il faut quand même, il y a certains qui sont plus prédisposés que d'autres. On a Vanessa, me semble-t-il, qui nous parlait de ce partenaire qui mange très sucré et qui aime ça et qui s'alimente très sucré. Est-ce qu'il a des prédispositions? Certainement oui. Et je dis ça sous réserve et approbation de Frédéric Etena. Mais qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce que tu as un secret, un leitmotiv? Est-ce que tu écris ça sur ton frigo pour te maintenir
en santé? Est-ce qu'il y a un secret quelconque que tu voudrais partager? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de secret. C'est qui c'est qui l'a dit? Je crois que c'est Rodrigue. Rodrigue, tout à l'heure, a dit il vrai, sait parfaitement ce qu'il faut faire. Et nous savons tous ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de secret. Tu sais, quand je regarde les Jeux Olympiques, les athlètes. Non, mais là, c'est des athlètes. Ah non, mais attends. L'athlète, ils sont beaux, hein? Magnifique. Ils ont des corps magnifiques. Ça leur est réservé à eux? Non. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un corps d'athlète, Pascal? Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est un peu une question provocatrice. Qui voudrait remettre en question. Pas du tout. Qu'est-ce qui m'empêche? Alors, on va prendre on va la prendre autrement. Qu'est-ce qui m'empêche à moi d'avoir un corps d'athlète? La volonté. Oui, mais cette volonté-là, elle est quand même sujette à mon alimentation. Elle est impactée par mon alimentation. Pas seulement l'alimentation, Pascal. C'est pas seulement une alimentation. Mes prédispositions. Quand bien même les prédispositions. Quand on regardait Whitney Houston chanter, quand on regarde son clip là, And I will always love you, on voit tous ces mouvements là de la bouche. Elle l'a appris. Alors certes, elle avait peut-être un don à la naissance, mais elle a travaillé. Tous ces gens-là, ils travaillent. Ils travaillent. Ce sont des gens qui se fixent des objectifs. Il faut déjà commencer par se fixer un objectif. Je me regarde dans le miroir. Comment je veux me voir, je me projette et dans 6 mois, comment je veux être. Il faut se fixer des objectifs. C'est ça qui nous permet d'avancer, en fait. Mais des objectifs à court, à moyen, à long terme. Et à long terme, bien entendu. Mais à court terme, dans un premier temps. Et quand je me fixe un objectif, je me donne les moyens. Mais ça pourrait être quoi, cet objectif à court terme? Eh bien, de perdre du poids. Ça, c'est à long terme. Moi, je parle pour moi. Écoute, tu sais, pour faire 10 pas, il faut que j'ai fait un pas. Ok. Et c'est quand j'ai fait un premier pas que ça m'amène vers le 2e, le 3e, le 4e, vers le 10e. Donc, si je décide aujourd'hui de perdre du poids, et il y en a beaucoup qui prennent cette décision de perdre du poids, mais où ça pêche? C'est que nous nous arrêtons en chemin. Mais est-ce que cet état véatif ne stimule pas ou encore ne crée pas de la frustration? Cette dite frustration engendre une augmentation de mon appétit. Vous savez, mais c'est ça. On sait que ce qui est interdit est toujours un peu convoité. Alors, si je perds du poids, si je veux perdre du poids, est-ce que c'est en me privant ou est-ce qu'en diminuant tout simplement les parts? Bien. Diminution des parts. Et je me fixe un objectif de ne pas grignoter entre les repas. Ok. Je commence déjà par ça. C'est ça. Parce que malheureusement, tous ces régimes-là qu'on nous propose, c'est des régimes yo-yo. Et puis il y en a qui nous bouffent la santé, et puis il y en a qui sont très frustrants. Et au bout d'un moment, la personne, elle aura peut-être perdu remarquablement 10 kilos, mais elle va reprendre 20-30. Donc, ce qu'il faut, c'est perdre du poids lentement, mais durablement, et ne pas les reprendre. Donc, ça doit passer par une autre hygiène de vie, une autre hygiène alimentaire. C'est tout ça, parce que la personne va se priver pendant un certain temps, et elle va retomber sur la nourriture après. Donc, c'est apprendre, là encore, c'est comprendre que je peux manger de tout, mais de manière modérée. Et c'est ça que nous arrivons parfois c'est ce à quoi nous n'arrivons pas parfois. C'est à manger de tout, mais de manière modérée, à ne pas trop en manger. Mais ce n'est pas évident. Hein. Je le dis, nous sommes tous dans cette situation. Alors, que faire? C'est pas une question piège. Hein. J'ai la question sous les yeux qui nous a été posée par un téléspectateur. Quand on est affecté par plusieurs pathologies, sur laquelle faudrait-il se concentrer? Est-ce qu'il faut se concentrer sur le mal qui nous affecte ou encore sur un comportement? Alors, l'exemple qui a été donné, c'est addiction cigarette, alcool et diabète. Addiction, la personne cigarette, alcool et la personne est diabétique. Un gros cas de comorbidité. C'est pas évident. Et là, la personne est diabétique. C'est déjà un facteur de risque de maladie cardiovasculaire et elle fume. Donc, elle a un double risque de maladie cardiovasculaire.
Et l'alcool, alors triple risque encore qui vient s'ajouter, ça c'est beaucoup. Donc cette personne doit, là encore, je ne veux pas faire de leçons à quoi que ce soit, parce que nous arrivons tous parfois à un carrefour de notre vie où nous avons des décisions à prendre, nous avons une introspection à faire. Mais où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux faire? Aujourd'hui, par rapport à mon corps, où est-ce que j'en suis? Bon, peut-être que pour l'instant, si j'ai du mal parce que à décrocher de l'alcool et de la cigarette, bon, ok, je commence par gérer cette histoire de diabète. Où est-ce que j'en suis avec mon diabète? Qu'est-ce qu'il faut faire que je fasse au niveau de mon diabète? Une fois que je suis au clair sur cette partie-là, bon, j'essaye de voir des professionnels pour essayer de décrocher au niveau de la cigarette et de l'alcool. Parce que je peux prendre en charge convenablement mon diabète, mais la cigarette et l'alcool cassent tout. C'est comme si je ne faisais rien, en fait. Très bien. Frédéric, nous approchons sensiblement de la fin de notre émission avant de remercier nos participants, ceux qui ont pu nous joindre. Est-ce qu'il y aurait un message particulier à adresser? Nous savons qu'un suicide, je reprends cette thématique du suicide au carburant, une approche du diabète. On voit que c'est même une maladie dite pandémie du 21e siècle. Oui, selon l'OMS, ce sera la pandémie de ce 21e siècle, le diabète. Alors, avant de répondre à ta question, Viviane de Rivière-Pilote, elle disait que sa maman se levait et buvait près de 2 litres d'eau le soir. Bon, je ne pense pas que ça soit, en plus c'est une personne âgée, je ne pense pas que ça soit lié à un diabète, je ne pense pas. Alors, bon, ça c'est ce que je pense, hein, mais bon... Il faudrait qu'elle en parle à son Non, médecin. mais a priori, ça ne ressemble pas à quelque chose lié au diabète. Et enfin, Vanessa, alors un homme une quarantaine d'années qui est franchement addict au sucre, qui ne mange pas équilibré, par contre, qui fait beaucoup de vélo. Alors, est-ce que c'est une personne à risque? Oui et non. Oui et non. Là encore, c'est très difficile de répondre à ce type de questions. Une poignée de secondes. Mon grand-père a fumé toute sa vie, il n'a pas fait pièce maladie. Je oui, connais un oncle, un oncle, et à peine fumé 2 mois, il est mort de cancer des poumons. Comment expliquer ça? Tu vois, là, par rapport à cette situation, c'est sûr que, bon, on voit sucre plus, repas pas équilibré, on pourrait se dire, bon, lui, il est à risque, mais peut-être lui, il va vivre 80 ans, 90 ans. Après, c'est les gènes, les épigènes. Alors, il y a les gènes aussi, il y a la génétique aussi qui rentre en jeu. Alors, apparemment, il fait beaucoup de vélo. Alors, ça compense. Ça compense. Jusqu'où ça va compenser? Je ne sais pas. Mais c'est pas évident de répondre à cette question parce qu'il faut savoir que la médecine n'est pas une science exacte. Bien. Voilà. Eh bien, chers amis, encore une fois, je termine avec ça. Le meilleur moyen de prévenir le diabète, mesdames et messieurs, chers amis, l'exercice physique. 3 à 4 séances par semaine. Alors, ce n'est pas parce qu'on fait de l'exercice physique qu'on va manger n'importe comment, qu'on va boire ce qu'on veut en disant « Ah oui, le monsieur, il nous avait dit faire de l'exercice physique. » Donc, ça veut dire le reste, on fait... Non, manger équilibré. D'accord? L'alcool, la cigarette, on met ces choses de côté le plus que possible. Si j'ai un diabète, chers amis, si vous avez un diabète aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. On peut vivre tout à fait normalement avec un diabète. Et l'un des meilleurs moyens d'équilibrer votre diabète, c'est l'exercice physique. Il va falloir qu'on parle de l'exercice physique une autre fois, pour parler de tous les bienfaits de l'exercice physique. Mais c'est la mine pour pouvoir rajeunir, c'est l'exercice physique. Nous remercions Frédéric Etena, qui est notre préventeur, cadre infirmier, passionné de notre merveilleuse machine, comme il aime à dire. Nous allons quand même remercier nos amis Denise de Rivière-Pilote, Robert de la Guadeloupe, Jocelyne du Robert, Juliette de Saint-Joseph, André de Rivière-Salée, Steve de Fort-de-France, Maëva de Saint-Pierre, Huguette du Gros-Morne, Rodrigue de Saint-Joseph, Petra de Saint-Martin,
Pierre-Jean de Casse-Pilote, Patricia de Saint-Joseph, Rose de Ducos, Viviane de Rivière-Pilote et pour finir, Vanessa de la Guadeloupe. Et je sais que vous avez été nombreux de par les réseaux sociaux en direct sur Facebook. Merci pour vos commentaires, vos messages, vos likes. Nous remercions tous ceux qui, de par le monde, se sont connectés et nous ont envoyé des messages de remerciements et d'encouragement. Frédéric, un autre rendez-vous est certainement à noter. Nous ne pourrons terminer sans remercier Grégory pour cette magnifique mise en onde et cette patience qui lui est due. Merci pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre Libre Antenne. Une très bonne soirée. À très bientôt.